Bon allez, on passe à notre deuxième sujet les amis, deuxième sujet de ce live, ça va être un petit react à Éric Larchevêque. Donc Éric Larchevêque est un espèce d'entrepreneur de la tech et de la crypto-monnaie dont le capital et le patrimoine est évalué à plus de 350 millions d'euros. C'est lui, Éric Larchevêque. Donc vous le connaissez peut-être, apparemment il est dans Qui veut devenir mon associé, l'émission à la télé là. Il a fait une longue vidéo YouTube où il parle à tête reposée, ceci étant dit, hein, donc merci monsieur Larchevêque. Le fait de dire tout ce que vous avez à dire à tête reposée, monsieur, ça va nous permettre de réagir à tout ce que vous avez dit et peut-être dégrossir vos arguments de multi-archi-millionnaires. Voilà, parce qu'il y a cette fameuse taxe Zuckman qui arrive, qui vise à taxer à hauteur de 2% du patrimoine tous les Français qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, ce qui représente 1800 foyers fiscaux, dont monsieur Éric Larchevêque, qui lui a un patrimoine, un capital en réalité, parce que c'est la valorisation de sa boîte, de ses boîtes, qui est à plus de 350 millions d'euros. Donc il a fait toute une vidéo pour expliquer pourquoi la taxe Zuckman, ça va tuer l'entrepreneuriat en France, pourquoi lui, il n'est même pas en possibilité de payer ça, et que lui, son revenu, c'est 0 € par mois, en fait. Il est pas riche, c'est sa boîte qui coûte beaucoup d'argent. Ah, bah ça va alors. En fait, il n'était pas millionnaire, il est plus pauvre que vous, car son revenu est de 0 € par mois. Donc si vous touchez un RSA, déjà 550 € par mois, bah vous êtes plus riche que lui. Voilà ce qu'il est en train de nous expliquer. Ça n'a pas trop de sens. Pourquoi je dis ça? Parce que sur RTL, voilà, il a vraiment dit ça. Hein. Regardez le nom de cette vidéo, face à Fogiel. Mon revenu annuel est de 0. Éric Larchevêque face à Fogiel sur RTL. Rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Mon revenu annuel est de 0. Ok, mais tu fais comment pour vivre alors? Tu fais comment pour t'acheter des choses? Est-ce que tu serais pas en train de te foutre de notre gueule? La réponse est oui. La réponse est oui, mais on va essayer d'être de bonne foi et de analyser ses arguments et y répondre. Je pense que malgré tout, il va avancer des arguments où c'est pas facile forcément d'y répondre en un claquement de doigts. Donc on va essayer de répondre en étant de bonne foi à tout ce qu'il est en train de nous dire. Mais du coup, moi j'aime bien parce que justement dire moi j'ai 0 € de revenu. Hein. Moi c'est pas du revenu mon truc. Bah oui. C'est du capital en fait. C'est du capital qu'il possède. Donc si on va sur le terrain de posséder du capital et que le problème c'est pas les revenus mais posséder du capital, moi je suis prêt à répondre à ces arguments parce que là du coup ça va du côté un petit peu de la lutte des classes et du communisme cette histoire. Donc il est en train de dire je n'ai pas de revenus, j'ai du capital. Ok, bah ça me dérange pas, venez on débat de ça. Y a aucun souci. Y a aucun souci. Bon, j'ai déjà fait cette blague sur mardi là quand on parlait de la taxe Zuckman, mais c'est pas grave, on continue. C'est comme le métier de prof, il faut répéter, répéter et répéter jusqu'à ce que ça rentre. Voilà. Donc on y va. Petit react. Allez, fais-nous rêver Eric. Gros chouineur. Je m'appelle Éric Larchevêque et il y a un peu plus de 10 ans, j'ai cofondé Ledger, qui est aujourd'hui le leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs. Ça sert à quelque chose ça? Ça apporte quoi dans la société? J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça apporte dans les sociétés d'avoir un truc de sécurisation des portefeuilles de crypto-actifs, mes couilles. J'aimerais savoir ce que ça apporte à la société. Qu'est-ce que ça apporte à l'intérêt général? J'aimerais bien savoir, mais je vous pose la question premier degré. Parfois, il y a des choses, on dit qu'est-ce que ça apporte à l'intérêt général? Et en fait, quand tu regardes, que tu dézoomes, tu regardes le système dans son intégralité, oui, des choses qui sont pas évidentes, en vérité, apportent quand même quelque chose à l'intérêt général. Mais là, moi, j'aimerais bien savoir, ça, c'est quoi? Déjà, rien que sa boîte me donne envie de la taxer à 101%. En vrai, l'idée est pas bête de la crypto, mais c'est devenu juste un truc de spéculation. Bah oui. Alors peut-être qu'il est assis sur une bulle spéculative qui n'est effectivement pas de l'argent réel, parce que sa bulle spéculative va finir par éclater. Et si c'est ça, il y a un discours à avoir sur l'inefficience du marché et de la bourse. Et encore une fois, moi je veux bien aller dans ce débat. C'est pas un débat sur la taxe Zuckman, mais je veux bien aller dans ce débat. Je trouve vraiment que le sujet de la taxe Zuckman et les prises de position des multimillionnaires et des milliardaires qui y sont assujettis, je trouve que c'est l'occasion d'avoir des débats de fond vraiment intéressants. Donc ok. Mais déjà, première question de fond que j'aimerais poser à Éric Larchevêque, très concrètement, qu'est-ce que ça apporte à l'intérêt général, ta boîte? Voilà. Je vous parle de cette entreprise, c'est parce qu'elle est valorisée aujourd'hui à peu près 1,3 milliard d'euros. Ok, donc si elle est évaluée à 1,3 milliard d'euros, c'est qu'elle rapporte beaucoup d'argent. C'est que les actionnaires, les investisseurs, le marché, naturellement et organiquement, c'est le but du marché, décide d'évaluer cette boîte à 1,3 milliard d'euros parce qu'elle estime que son entreprise rapporte beaucoup d'argent, est très rentable et que c'est intéressant d'y acheter des actions. Ok. Et je suis un des premiers actionnaires. Et Challenge, qui édite... Donc 1,3 milliard, lui, il a 375 millions à peu près. Donc c'est quoi? C'est un tiers? En gros, il possède à peu près un tiers de la boîte. Il doit avoir 35% de l'entreprise sous forme d'actions. Et c'est ça, son capital. C'est ça, sa fortune. Bah, c'est normal, c'est un chef d'entreprise, après tout.
Chaque année, la liste des 500 personnes les plus riches de France m'a mis dans ce classement avec une fortune estimée à 375 millions d'euros. Voilà. Alors, c'est assez surévalué par rapport à la réalité. Et pourquoi c'est surévalué par rapport à la réalité, monsieur? Ça lui pose pas de problème que sa boîte soit surévaluée? Pourquoi le marché surévalue sa boîte? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème si le marché, le saint marché dont il se réclame, hein, le saint marché dont se réclament les libéraux, s'il surévalue des boîtes comme la sienne, c'est que le marché fonctionne mal. C'est que le capitalisme financiarisé, c'est un peu guesse sur les bords, non? Ça crée des anomalies statistiques. C'est pas normal. À ce moment-là, il faut sortir de l'économie de marché, ou en tout cas la réguler beaucoup mieux. Mais peu importe, je fais partie Peu importe. Pourquoi peu importe? Mais non, pourquoi peu importe? Ça paraît important. Ça paraît important de savoir pourquoi ta boîte est surévaluée. Moi, j'ai envie de le savoir. Il dit, peu importe, ça, c'est pas grave. Dans tous les cas, lui, il est content de flex en mode je fais partie des 500 plus grandes fortunes de France, je suis dans le classement de Challenge. Bon, c'est surévalué, mais peu importe. Donc t'es un tricheur. Tu triches, mais peu importe. Ça commence mal. Moi, vraiment, je le dis sincèrement, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi le marché surévalue sa boîte? Et pourquoi il dit peu importe? 500 personnes qui sont censées être les plus riches de France. Ok. Et si je fais cette vidéo, c'est pour parler d'un sujet qui a défrayé l'actualité ces derniers jours, ces dernières semaines, qui est celui de la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, je le rappelle, est une taxe qui vise à prélever chaque année 2% sur le patrimoine des plus riches, toutes les personnes qui détiennent plus de 100 millions d'euros d'actifs. Alors c'est... Merde, non, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais mettre. Oh, pardon, excusez-moi. Non. Non, déjà c'est mal expliqué. La taxe Zuckman est une mesure d'harmonisation. Ça veut dire que si tu ne payes pas déjà l'équivalent de 2% de ton patrimoine en impôts, et ben en gros, on va te faire payer jusqu'à 2% de ton patrimoine en impôts tous les ans. Normalement, dans une boîte comme ça, qui est aussi rentable et autant évaluée en bourse, ça devrait rapporter un paquet de pognon. Et ce paquet de pognon devrait partir en impôts, en partie. Et donc en fait, s'il n'y avait pas d'optimisation fiscale, ou alors si ta boîte fonctionnait vraiment et rapportait vraiment de l'argent et n'était pas surévaluée, à ce moment-là, tu les ferais déjà les 2% d'impôts. Et tu serais assujetti à la taxe Zuckman, oui, ça changerait rien pour ta gueule. Donc déjà, il explique mal le truc. Si tu payes déjà l'équivalent de 2% d'impôts par an, 2% de la capitalisation boursière de ta boîte, enfin de ton capital personnel en impôts, il n'aurait même pas de souci. La taxe Zuckman serait déjà payée. Donc déjà, il explique mal. Il a l'impression que peu importe, il y a déjà ce qu'il paye en impôts et il y a les 2% de la taxe Zuckman qui se rajoutent. C'est pas vrai. C'est pas ça la taxe Zuckman. C'est une mesure corrective et d'harmonisation. C'est tout. Cette taxe, elle est là pour compenser le fait que les personnes qui ont beaucoup d'actifs, qui sont riches, ne paieraient pas assez d'impôts par rapport à la classe moyenne, parce que la classe moyenne paye en général des impôts sur ses salaires, et que les personnes qui possèdent des entreprises, donc des entrepreneurs, vont surtout payer des impôts sur la flat tax, donc à 30%, au lieu de peut-être 40-45%. Pour simplifier, en France, il y a... Alors après, il y a énormément de particuliers de classe moyenne qui payent des impôts sur le patrimoine, notamment la taxe foncière. Quand tu es propriétaire de ton logement, tu payes une taxe foncière tous les ans. Donc même sur la logique, sur le principe, il y a déjà des impôts sur le patrimoine des Français de classe moyenne. Ça existe déjà, premièrement. 3 types d'impôts. Il y a l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est quand une entreprise va faire des bénéfices et va devoir payer l'impôt sur les sociétés. Ouais. Il y a l'impôt sur le revenu. Quand vous recevez de l'argent avec votre salaire en net, vous allez payer de l'impôt sur ce que vous recevez. Et il va y avoir la flat tax sur les produits financiers. Il y a ce qu'on appelle la flat tax. Ouais. Donc là, on n'est pas dans du salaire. C'est quand vous vendez un actif avec une plus-value, eh bien, il y aura 30% de cette plus-value qui sera payée en impôt. Et la raison de la discussion, C'est les seuls impôts qui existent. Donc il est en train de dire, moi, la TVA ne rentre pas en compte. Moi, personnellement, je suis tellement riche que la TVA ne rentre même pas en compte dans mon impôt. La part de TVA dans ce que je dépense, dans l'impôt que je paye, est littéralement négligeable. C'est ça que ça veut dire. Négligeable, c'est un terme mathématique pour dire qu'on a une grandeur qui est tellement petite qu'en fait, on peut enlever de l'équation. Ça compte pas. Et lui, c'est ça pour la TVA. Le gros d'un impôt que tu payes quand tu es de classe moyenne, c'est la TVA. C'est ce que tu payes en consommation. Mais lui, il consomme tellement peu par rapport à son patrimoine que c'est négligeable dans ce qu'il paye en impôt, la TVA. Et c'est justement une des anomalies qui est la taxe Zuckman essaye de corriger. Donc ne même pas parler de la TVA alors que ces Français de classe moyenne qui payent largement plus de 2% de leur patrimoine en impôt tous les ans, notamment via la TVA, c'est d'une malhonnêteté confondante, quoi. Je suis désolé. Voilà. Tout simplement. Et sachant que je leur dis à chaque fois, mais la TVA rapporte plus que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la société réunis. Première ressource pour l'État, la TVA, tout à fait. est supérieur
à la flat tax. Et comme la plupart des gens riches qui ont des actifs gagnent surtout de l'argent via ces actifs et donc payent moins d'impôts en proportion, mais sûrement pas en valeur absolue. Tout a commencé Quand même pas en valeur absolue. On s'en bat les couilles des valeurs absolues. Ça change quoi que ça soit en valeur absolue? Il a pas remarqué que quand on parlait fiscalité, on ne parlait jamais en valeur absolue? On parle en point de PIB. Quand on parle du déficit, on parle pas en valeur absolue. Qu'est-ce qu'il raconte? pour moi lorsque Manès Madès Donc en valeur absolue, ça veut dire, moi en fait, quand je paye 1 million, c'est beaucoup plus que vous les pauvres. Oui, mais si tu payes 1 million alors que t'as 100 millions, il t'en reste 99 des millions. Voilà, si tu payes 1000 euros alors que t'as 3000 euros, il te reste plus que 2000 euros pour vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est déjà dans de la malhonnêteté. Hein. qui est un lycéen syndicaliste, a dit dans une interview qu'il considérait que l'ensemble des malheurs de la France et surtout le fait que la France se retrouve aujourd'hui dans une situation économique dramatique provient des 1800 familles les plus riches de France qui, selon lui, en fait, accapareraient toutes les richesses. J'ai répondu sur ce point-là et ensuite j'ai été mis dans l'engrenage de la taxe Zuckman. J'étais un des rares concernés à m'exprimer et donc Un des rares concernés, il y en a eu quelques autres quand même. Hein. Il y a le mec de Mistral, et même Bernard Arnault a fini par s'exprimer. Attendez juste, je regarde le tweet. Engrenage de la taxe. Je suis dans la liste des 500, celle éditée par Challenge en tout cas, et je fais donc visiblement partie de ton problème. Je suis présent dans cette liste car je détiens un pourcentage de Ledger, qui est valorisé à plus d'1 milliard. J'en suis actionnaire car cofondateur en 2014. Comme toi, je m'intéresse à la France et à son avenir. Cependant, j'aimerais que tu m'expliques plus précisément en quoi j'ai fait une accumulation insupportable d'argent. Et surtout, ce que je devrais concrètement faire pour ne plus être un parasite qui empêche l'État de se financer. Bah en payant plus d'impôts, gros con. Il a pas vu qu'il y avait un manque de financement, que l'âge de la retraite était augmenté, qu'il y avait du déficit, qu'il y avait du tatati tatata? Il a pas vu les problèmes budgétaires de la France actuellement? Si monsieur est un vrai patriote qui s'intéresse à la France et à son avenir, bah tu cèdes 1% de ta boîte à l'État qui récupère des dividendes et ça sera déjà pas mal. Oh! C'est quoi ce faux patriote? Je m'intéresse à l'avenir, mais l'avenir ne se fera pas via l'État. Ce gars-là finance des trucs éducatifs dans sa ville d'origine. Il fait le mécène. Il est en mode genre, oh, moi j'ai de l'argent, j'ai ouvert une école. C'est bien. C'est bien. Qui est en charge en France d'apprendre à lire, écrire et compter à tous les Français? L'école publique financée par les impôts. Donc monsieur, il ouvre sa propre école parce que c'est du mécénat et ça dépend de lui. C'est sa décision personnelle. Mais filer la thune à l'État pour qu'ils apprennent à lire, écrire et compter à tous les Français, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Car l'État est obèse. C'est l'État obèse qui dépense trop. Donc lui, il veut bien déposer de sa poche pour ouvrir des écoles qui sont dans son intérêt entrepreneurial. Mais quand l'État obèse apprend à lire, compter et écrire à tous les Français, il trouve que c'est trop de dépenses publiques, quoi. C'est honteux! Zuckman, j'étais un des rares concernés à m'exprimer et donc j'ai été invité sur les plateaux de télévision, sur diverses radios et aussi j'ai pu en discuter avec certains journalistes. En général, quand on fait des interviews, on n'a que quelques minutes pour s'exprimer et j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour expliquer de manière assez pragmatique comment cette taxe Zuckman serait potentiellement le fossoyeur de la France et de son économie. Regardons le fossoyeur de son économie, carrément. Le pire qui puisse arriver, s'ils peuvent pas payer, c'est qu'ils cèdent des petits pourcentages de leur boîte à l'État français, qui aura un tout petit peu plus de pouvoir décisionnel dans les conseils d'administration de nos fleurons industriels français. Donc ça, c'est la fin de la France pour eux. C'est juste qu'il est dans une espèce d'idéologie hyper individualiste. C'est en mode monsieur qui doit avoir tout le pouvoir décisionnel des entreprises qui créent de la richesse en France, quoi. Ces gens-là sont des antidémocrates, encore une fois. Vraiment. Mais de la même manière que Sarkozy, quand il critique les décisions de justice, c'est antidémocratique que de faire ça. Un mec qui possède autant de capital, qui est censé tenir l'économie et créer de l'emploi, tatati tatata, qui refuse que l'État ait un tout petit peu plus de pouvoir décisionnel dans sa boîte si jamais il doit lui revendre 2-3 actions pour payer sa taxe Zuckman, il trouve que c'est déjà la fin de la France. Donc c'est des gens qui n'aiment pas la démocratie. Ils veulent que le pouvoir décisionnel soit dans les mains des entrepreneurs et que l'État soit réduit à son minimum. Sauf que l'État, ce qui est garant d'une certaine forme de démocratie et de contrôle par le peuple et les citoyens dans ce pays, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'État. C'est pas les entreprises. Situation. Je suis entrepreneur, j'ai créé une dizaine d'entreprises, il y en a qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins fonctionné, et j'ai surtout créé Ledger, donc valorisé à plus de 1,3 milliard. Alors Ledger, c'est une entreprise qui fait quelques centaines de millions d'euros de revenus, mais qui n'est pas encore rentable. Pour arriver à cette maturité, Ledger a dû lever des centaines de millions d'euros pour investir en technologie, investir en marketing, être présent dans... Ça va pas d'emprunter de l'argent comme ça? Ça va pas de s'endetter là comme ça? La dette, c'est mal.
La dette, c'est mal. L'État ne peut pas emprunter pour investir, c'est mal. Car ça crée du déficit. Eux, ils empruntent des centaines de millions d'euros pour leur boîte, mais là, c'est bien. Est-ce qu'on serait pas dans un deux poids, deux mesures? C'est des gens qui refusent que l'État soit un acteur économique, en réalité, ces gens-là. Ils refusent que l'État soit un acteur économique dans un pays. Ils veulent que ça soit eux. Les investisseurs prêtent à leur boîte. Ils s'endettent, ils sont pas rentables, c'est pas grave, eux ils ont le droit. L'État qui s'endette et qui n'est pas rentable pour faire des projets à même d'améliorer la vie des citoyens, ils sont contre. Quand c'est pour leur boîte, ils sont pour. C'est des gens qui aimeraient que l'État n'ait aucun rôle dans l'économie. Tout simplement. Ça fait d'eux des espèces de libertariens, quoi, finalement, dans l'idéologie. Et c'est un mec qui est dans la crypto et dans les bitcoins, donc oui, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Le monde entier. Mécaniquement, cela veut dire que pour pouvoir lever plusieurs centaines de millions d'euros, il faut valoriser ces entreprises à des montants bien plus élevés. Par exemple, plus d'1 milliard. Pourquoi? Parce que si on ne le faisait pas, eh bien, les nouveaux actionnaires viendraient écraser nos participations et au final, on se retrouverait avec 2%, 1%, des montants ridicules. Et donc, c'est ainsi que fonctionne le développement économique dans les startups. On va valoriser une entreprise à un potentiel futur et on va lever des fonds pour pouvoir assurer ce développement économique. C'est pour ce... D'accord, ça j'avais pas bien compris comment ça fonctionnait plus concrètement pour que ça soit autant survalorisé par le marché. Donc c'est en mode pour lever beaucoup de fonds et pour grossir, ils sont obligés de mentir en survalorisant la valeur de leur entreprise pour accepter des centaines de millions d'euros d'investissement apportés tout en gardant des parts suffisantes dans leur entreprise. Non, c'est pas ça? Il y a des raccourcis? Il est en train de mytho à moitié. Donc en gros, comme ils lèvent des centaines de millions d'euros, ils sont en mode, les investisseurs qui lèvent des centaines de millions d'euros, pour pas qu'ils prennent le contrôle de l'entreprise, on est obligé d'augmenter le nombre d'actions, la taille des actions, pour que lui garde son pouvoir décisionnel. C'est ça, mais ça reste, du coup, c'est des bulles spéculatives. Mais ces centaines de millions d'euros d'argent qui ont été amenés par des investisseurs, c'est pas de l'argent réel. C'est pas de l'argent réel, ça. On sait bien qu'il y a des centaines de millions qui sont arrivés. Tous les ans, probablement, en attendant que ça soit rentable. Donc il y a de l'argent bien concret, c'est juste que c'est de l'argent qui doivent à des investisseurs. Donc tout ça, c'est vraiment... c'est bien, le système libéral des startups, ça marche vraiment très très bien. Rappelle que Macron avait quand même dit « I want France to be a startup nation ». À ce moment-là, on nationalise sa boîte, c'est la startup nation, non? Donc la startup nation, c'est on les laisse faire, on leur demande de rien payer, on récupère aucune dividende sur ces fleurons français de l'avenir, et voilà. Alors que la Startup Nation, c'était plus en mode on prend 50% du capital de la boîte pour être présent au conseil d'administration et que le destin de ces startups soit lié au destin de la nation. Ça devrait plus être ça, la Startup Nation, telle que présentée par Macron. Non? Tout ça, c'était du mytho? Macron est juste au service des investisseurs et des milliardaires? Mais non. Oh, je tombe des nues. C'est là que les startups sont souvent valorisées de façon assez importante et pour autant, elles ne génèrent pas de dividendes ou de profits pour ses actionnaires. Une entreprise dans les technologies va mettre 10 ans, 20 ans avant d'arriver à une véritable maturité qui permettra un jour de pouvoir verser des dividendes. Si j'explique tout... 20 ans, sa boîte, elle sera rentable dans 20 ans? Je pense que dans 20 ans, il y aura encore de la crypto-monnaie. Parce que là, c'est pas une entreprise d'acier ou d'un constructeur automobile ou de le BTP. Là, on parle d'un truc de sécurisation des portefeuilles de crypto-wallet. Il est en mode dans 20 ans, ça sera rentable. Dans 20 ans, il n'y aura plus de crypto. Dans 20 ans, tout le monde aura oublié ta grosse gueule, frérot. Dans 20 ans, tu auras fait faillite, peut-être, en fait. Et donc là, ça pose une autre question de ces trucs de taxe Zuckman. On se focalise souvent sur les trucs un peu start-up. Mistral AI, là, c'est Ledger. Même Bernard Arnault, il y a un côté un peu comme ça. Bernard Arnault, il y a un côté où c'est l'industrie du luxe. Il n'y a que 6% du chiffre d'affaires de LVMH qui est fait en France. Donc c'est un truc où c'est pas du très très concret, quoi. S'il faut collectiviser des entreprises, typiquement, celle-là, on s'en bat un peu les couilles en réalité. Ah. Collectivisons plutôt des entreprises qui sont beaucoup plus liées à l'économie réelle et à la production réelle qui fait le quotidien des Français. Vous voyez? Et donc là se pose une autre question est-ce qu'on en a quelque chose à foutre d'aller chercher les milliards spéculatifs des entrepreneurs de la tech qui seront finis dans 10 ans quand la bulle aura éclaté? Peut-être pas. Mais en fait, que de se focaliser sur ce genre de start-up quand on parle de taxe Zuckman, est-ce que c'est pas une manière aussi de noyer le poisson de la part de nos adversaires de la classe capitaliste pour dire « Oh non, nous c'est pas du vrai argent, nous c'est des bulles spéculatives. » Ok, alors à ce moment-là, cassez-vous, on s'en branle de vos bulles spéculatives, on va vous laisser crever financièrement dans 10 ans quand tout ça va éclater. Peut-être qu'on devrait plus se concentrer sur, ArcelorMittal et Total, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, Patrick Pouyanné, le mec d'ArcelorMittal? Je me pose la question. C'est peut-être plus ça qu'il faudrait socialiser et prendre des parts au capital de l'entreprise et mettre ça dans un fonds souverain à ce moment-là. Plutôt que dans des putains de boules spéculatives, des espèces de mecs qui ont toute la fortune en bitcoin.
Je sais pas. Le luxe, c'est du concret, mais ça reste quand même un peu. C'est du vrai argent, tout ça, hein, je le dis bien. Mais le luxe, c'est des sacs à main hors de prix vendus par des riches à d'autres riches, quoi. Il y a un côté où tu peux pas bâtir. Tu peux pas, je veux dire, conditionner les bonnes finances publiques d'un pays au fait de vendre des sacs à main hors de prix à des riches du monde entier, quoi. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Tout ça est un peu quand même décorrélé de l'économie réelle française, quoi. Voilà. Bref. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ce genre de profil, mais j'ai aussi l'impression qu'il faut pas se laisser avoir à leur jeu. Des startups de crypto-monnaie, c'est pas le but, c'est pas de socialiser cette économie-là. À un moment donné, s'il y a le lourd communisme, ces gens-là, ces boîtes-là n'existeront même plus parce qu'elles ne servent à rien, elles n'apportent rien. Elles sont d'une utilité nulle pour l'intérêt général. Donc à un moment donné, ça, on s'en bat les couilles de lui. À un moment donné, tout ce genre d'entrepreneurs sont voués à disparaître. Quand je dis à disparaître, c'est pas un appel à la violence, c'est leur entreprise. Si c'est vraiment un entrepreneur de génie, il trouvera moyen de se faire de la thune ailleurs. C'est pas un souci. Mais je veux dire, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre d'appliquer la taxe Zuckman sur sa boîte de cons ou même nationaliser des parts de sa boîte de cons? Franchement, je suis même pas sûr. Tout ça, dans un premier temps, c'est pour vous permettre de mieux... Ils produisent rien, ils servent à rien. C'est une bulle complète. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Donc, se focaliser là-dessus, c'est pas forcément non plus le plus utile. Bon, on va quand même continuer un petit peu le React pour voir. On fera peut-être pas tout en entier, si vraiment j'ai fait le tour du sujet. Comprendre la raison pour laquelle on peut avoir des entreprises qui sont valorisées à plus d'1 milliard et pour autant ne pas être en capacité de pouvoir distribuer des dividendes à ses actionnaires. Donc moi... Attendez, merci Charlie Toucourt, on va regarder ça à partir de 19 minutes 15 pour comprendre comment les patrons vivent sans faire de bénéfices ou se verser de salaire. Parce que je rappelle que là, le mec qu'on vient de regarder, qu'on est en train de regarder, il a littéralement dit « Ah, ce Eureka, trop bien !» Alors, si vous voulez vous vulgariser un peu, vous ouvrir un peu au sujet finance, pas que économie et finance, allez sur cette chaîne. Alors là, c'est la chaîne secondaire, c'est pour ça que je suis pas abonné. Allez vous abonner à Eureka, donc Gilles de Eureka qui est maintenant qui bosse, qui est chez Stup Media et qui bosse sur Argent Magique avec Stupid Economics, tout ça. C'est trop bien. Hein. Moi, dans mes maigres connaissances en finance et économie, franchement, Eureka a participé à ma formation pour de vrai. Hein. Pour de vrai, Eureka et Stupid Economics, les deux. Mais peut-être Eureka encore plus parce que lui, c'est de la vulgate pure et dure, quoi. C'est une vidéo de 1h30 pour expliquer les trucs d'offres et de demande. Hein. Et c'est quasiment un cours. Hein. C'est très très bien. C'est très très bien. Donc, un gars comme Elon Musk peut s'offrir un train de vie de milliardaire alors que techniquement, il n'a pas des milliards sur un compte en banque. Juste petit truc à dire, le son est pas si bien enregistré sur cette vidéo. Il est au micro-cravate, mais on entend la réverbération de la pièce et ça, moi j'ai un peu du mal. Mais bon, bref. Non, en vrai, Eureka trop fort. Il est juste propriétaire d'actions qui, s'il les vendait au prix actuel, chose en fait impossible, aurait des milliards sur un compte. C'est-à-dire que j'imagine que, je sais pas, il a des maisons qu'il loue... Ça, c'était son format à l'époque, il fait plus trop ça maintenant. Il avait un alter ego abonné qui posait des questions un peu en mode genre « j'ai pas bien compris ce truc-là, pourquoi les milliardaires, ils font pas ça ?» Et après, monsieur le prof sans bonnet répond à ces questions. C'était son format. Il a un salaire de PDG aussi, des trucs comme ça. Alors oui et non, les rémunérations des grands patrons peuvent varier et dans le cas de Musk, il n'y a pas de salaire. Mais ce qui est très fréquent pour Musk et pour d'autres, c'est de recevoir des stock options. Petit exemple, tu es PDG d'une entreprise dont l'action vaut 10 €. On te donne des stock options qui te permettront d'acheter dans 5 ans, et si tu le souhaites, 10 millions d'actions de l'entreprise pour 12 € l'action. Le prix est gravé dans le marbre, hein, ce sera 12 € par action, pas 1 € de plus ni 1 € de moins. Et petite parenthèse, les actions achetées seront des nouvelles actions créées pour l'occasion. Hein. C'est pour ça que les stock options font grimper le nombre d'actions disponibles. C'est une forme d'émission d'actions qui rémunère certains employés de la boîte. Mais je comprends pas là, en quoi ce serait une rémunération? L'action vaut 10 € et on me file un contrat qui me permet de l'acheter à 12. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bah oui, si tu travailles bien à faire grimper le prix de l'action, si l'action grappe à 20 € dans 5 ans par exemple, alors tu pourras acheter 10 millions d'actions à c'est un peu compliqué, surtout que l'on n'a pas eu le début de la vidéo. Hein. 12 € pour les revendre 20 € dans la foulée. Ça fait un joli pactole à 80 millions d'euros quand même. Ouais, enfin, acheter 10 millions d'actions à 12 €, faut les avoir les 120 millions d'euros pour acheter avant de pouvoir vendre mon pote. Et non. Mais non, mais attends, j'espère que tu plaisantes. Tu vas voir une banque avec tes stock options et c'est elle qui s'occupe d'acheter et de vendre. C'est elle qui finance le truc. Elle te prend une petite commission au passage et basta. Ah, ben oui. Bon, on va pas regarder tout. Mais en tout cas, voilà. C'est compliqué, les trucs de finance, d'action, de machin bidule, mais c'est fait pour, en fait. C'est compliqué et c'est fait pour se faire un max de thunes et de pognon à la fin, quoi. Donc ils disent en mode genre, moi je gagne pas d'argent. Hein. Non, il y a des montages financiers incompréhensibles pour le commun des mortels qui vous permettent de vivre comme des rois du pétrole dans tous les cas. Donc arrêtez. Stop, ça va. Hein. Rappelle que Éric Larchevêque, qu'on est en train de React, a dit mon revenu annuel est de 0. Mais pourquoi t'es pas SDF alors? Faudrait savoir.
Des gens qui ont un revenu annuel de 0, ils sont sans abri généralement. Bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En tant que premier actionnaire de Ledger, je ne reçois pas de dividendes. Ledger ne me paye pas, je ne suis pas salarié de Ledger, j'ai quitté mon poste. Comment t'as acheté ce casque de Stormtrooper qui doit coûter un peu cher et pourtant qui est dégueulasse et qui est quand même une déco de très mauvais goût, là, avec des trucs qu'on dirait fait en IA et des espèces de faux monnaies derrière? Comment t'as acheté tes merdes, là, si t'as pas d'argent? J'aimerais savoir. De président il y a environ 5 ans. Lorsque j'étais président de Ledger, je devais toucher de l'ordre de 200 000, 250 000 euros par an en salaire brut, ce qui est bien entendu très élevé par rapport à la moyenne, mais en ligne avec ce type de rémunération pour un poste de président. Et je payais bien évidemment non seulement les taxes patronales, le coût du travail, et puis... Van Gogh, pas monnaie, pardon, oui, c'est Van Gogh. Excusez-moi. Ah, c'est un Van Gogh en Lego? Ouais, bon, là, ça va, c'est un peu cool. Mais moi, je trouve que quand t'as quand t'as un immense bourgeois pété de pognon comme ça, le minimum syndical, quand t'es français en plus, c'est d'être à la Bernard Arnault, quoi. Avoir des trucs de maître, un peu, vraie bourgeoisie française, artistique, culturelle. Être en mode un peu les geeks avec les trucs en Lego. Bon, pour un mec de cette stature, je trouve ça un peu. Un peu gaze, quoi. L'impôt le Lego sur- est très beau, mais enfin. Faut voir de qui on parle, quoi. Faut voir de qui on parle. Je sais pas, achète un vrai Van Gogh et flex dessus, quoi. À ce moment-là, je sais pas. le revenu. Mais depuis que j'ai quitté mon poste de président, Ledger ne me rapporte pas d'argent. Encore une fois, il n'y a pas de dividende. Et c'est normal, et c'est pas un problème en soi, puisque dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, il faut être très patient et il faut vraiment des années et des années avant de pouvoir obtenir des retours sur investissement si jamais ils arrivent. Et pourtant, malgré cela, la valorisation des actifs et donc de mes parts est assez importante, en centaines de millions. Je suis 375 millions, du coup, ces actifs. Attends, on va juste calculer vite fait. 2% par rapport à 375 millions. Je sais déjà combien ça fait. Ça fait 3,75, ça fait 6, 7,5. Ça fait 7 millions et demi. Voilà. J'ai même pas besoin de la calculette. Ça fait 7, il devrait payer 7 millions et demi d'impôts par an avec son patrimoine actuel. Il peut pas se démerder pour sortir 7 millions par an, ce monsieur? Ça m'étonne rien. À mon humble avis, vrai bourgeois achète l'oreille coupée de Van Gogh dans un bocal. Oui, encore mieux, encore mieux. donc dans cette liste des personnes les plus riches de France. J'ai un patrimoine qui est sur papier de plusieurs centaines de millions, mais dans la réalité, je n'ai pas plusieurs centaines de millions sur mon compte en banque. Mais on le sait, ça! Si t'avais plusieurs centaines de millions d'euros sur ton compte en banque, tu serais le pire entrepreneur de l'histoire de l'humanité. Ça sert à quoi l'argent? Ça sert à acheter des choses. C'est pareil pour tout le monde. Personne n'est en mode genre, moi j'ai 300 000 euros sur mon compte en banque. Non, 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 non. Un riche, je parle d'un bourgeois, un vrai mec pété d'oseille. T'as 300 000 euros sur ton compte en banque, bah tu fais comme tout le monde et t'achètes une résidence secondaire. Cet argent, faut le transformer. Faut le transformer soit en bien, soit en pouvoir d'une manière ou d'une autre. L'argent, il sert pas à dormir sur un compte. N'importe quel entrepreneur et investisseur pourrait vous dire, l'argent qui dort, c'est de l'argent perdu. Et là, ils sont en mode, c'est pas l'argent sur mon compte. Bah oui, heureusement, t'es entrepreneur. Mais vas-y, à ce moment-là, donne l'équivalent de ta fortune, qui n'est pas de l'argent selon et trébuchant, donne-le à l'État. L'État prendra, il sera content, hein, ça ira dans ses finances publiques. Malgré tout, on verra si c'est du faux argent, si c'est pour financer les retraites. Une fortune professionnelle qu'on peut qualifier Voilà, j'ai pas une piscine de pièces d'or comme Picsou. Ah bon, on savait pas. plus-value latente. C'est-à-dire qu'un jour, si quelqu'un rachète Ledger dans quelques années et qu'elle est vendue 1,3 milliard ou 3 milliards, alors je toucherai en cash des centaines de millions d'euros et ce jour-là, je paierai des centaines de millions d'euros en impôts avec la flat Via la flat tax, à hauteur de 30%. Ok. Mais justement, le truc, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Tous leurs montages économiques et fiscaux visent à éviter de faire ça au maximum. Tout le principe des entreprises comme ça, ils ont des armées de financiers qui visent à justement payer le moins d'impôts possible en sortant pas l'argent de la boîte et en le sortant d'une manière adéquate à un moment dans une holding aux îles Caïmans pour minimiser la flat tax, mes couilles, quoi. Là, il est en mode, pour l'instant, je suis pauvre et un jour, peut-être, je serai milliardaire. Mais de toute façon, je serai taxé à 30%. Donc là, la taxe Zuckman, ça sera fait largement. Ça se saurait si ça marchait comme ça. L'argent, au bout d'un moment, si ça ne devient pas du capital, ça ne sert à rien. Et à quoi sert d'avoir du capital? Le capital sert à ce que le capital déjà se renforce lui-même, l'argent s'auto-alimente, et ça permet... Avoir du capital, c'est transformer de l'argent en pouvoir. C'est ça le capital. Si tu possèdes plein de boîtes, tu possèdes du pouvoir. Et les milliardaires, qu'est-ce qu'ils veulent plus que de l'argent? Cet argent-là, où non, il sert à quelque chose, c'est d'avoir du pouvoir, d'avoir une situation de domination dans la société.
L'argent égale pouvoir. Mais pour que l'argent se transforme en pouvoir, il faut que l'argent devienne du capital. Donc garder tout ça dans le capital de leur entreprise et pas sortir pour toucher un maximum de cash, c'est l'idée même du capitalisme. Donc faut arrêter de se foutre de notre gueule. Et si à ce moment-là, c'est pas une histoire de revenus, ok, bah tu files des pourcentages de ta boîte à l'État et tu fermes ta gueule, ça va, monsieur le... Ou alors vraiment, c'est que t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre de la France. Ça va, tu vas filer 2% de ta boîte sous forme d'action à un fonds souverain de l'État français. C'est pas la mort. Quand c'est pour lever des centaines de millions d'euros, bah, il a moins d'actions dans sa boîte par rapport à avant. Et donc du coup, il a revalorisé sa boîte à la hausse pour pouvoir rester un petit peu avoir le pouvoir décisionnel suffisant. Mais déjà, plus la boîte grossit, et c'est ce qu'il a fait tout du long de sa carrière, plus la valorisation boursière de Ledger a grossi, plus il a cédé des parts à des investisseurs pour qu'ils lui amènent du cash, de la trésorerie, et il continue à développer la boîte. C'est le principe même. Plus une boîte grossit, bah plus on perd un pourcentage du truc, parce qu'on vend des actions, et on contracte de la dette pour faire venir des investisseurs et continuer à faire bosser la boîte. Donc ça ne lui dérange pas de perdre des petits pourcentages de son capital pour faire venir des investisseurs à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros, des investisseurs qui sont totalement privés. Mais par contre, céder des petits bouts de sa boîte à l'État français juste pour participer à la solidarité nationale, ça le dérange. C'est ça le truc. C'est que s'il peut pas payer en cash et il doit céder des actions, bah cède-les à l'État et ferme ta gueule. Sans ça, c'est que t'es pas français en fait, quoi. Taxe, ce qui est tout à fait normal. Mais d'ici là, la possession de ces actions ne me rapporte rien. Tout ce que représentent ces actions, c'est le potentiel futur, c'est la capacité aussi de vote aux assemblées générales pour avoir un contrôle ou un minimum de contrôle sur l'entreprise, c'est un outil de gouvernance. Et puis aussi, c'est la satisfaction d'avoir ce potentiel. Le fait d'avoir réussi avec Ledger me donne une certaine forme de légitimité, mais ce n'est pas un montant cash qui me permet de faire quoi que ce soit. Lorsque monsieur... Oh le pauvre. Oh le pauvre. Il a pas d'argent. Il est fauché. Il est fauché. Je sais pas comment il va faire pour s'acheter à manger d'ailleurs. Le pauvre. C'est pas de l'argent. Mais il a quand même de l'argent sur son compte en banque qu'il peut utiliser de temps en temps. Sort d'où cet argent? 0 € de revenu, on avait dit. On peut même trouver un mécanisme qui permet à monsieur l'entrepreneur de génie de garder du pouvoir décisionnel même s'il cède un tout petit peu de part à l'État. Je sais pas. Sinon, on prend toutes tes parts, c'est l'État qui gère maintenant, mais tu deviens l'exécutant de l'État, un fonctionnaire, même bien payé. On te laisse vraiment de la thune. On te paye grassement parce qu'apparemment, vraiment, tu as réussi à faire grimper la boîte. Ok, très bien. L'État te paye grassement et récupère tes parts au capital. Et comme ça, il te laisse un pouvoir décisionnel de gestion de l'entreprise. Tu deviens PDG de la boîte, payé par l'État, par les bénéfices de la boîte, et l'État récupère une partie du capital. On peut imaginer ça. En quoi c'est la fin du monde d'imaginer quelque chose comme ça? Tu peux même imaginer un système où l'État récupère une partie de la boîte, sous forme d'action, tout en laissant le pouvoir décisionnaire parce que c'est lui qui a créé la boîte. Tu peux même imaginer ça. Tu peux l'imaginer, il suffit de le faire. Et pour eux, c'est impossible. Pour eux, c'est la fin des haricots, quoi, vraiment. Zuckman a présenté sa taxe qui vise à ponctionner 2% du patrimoine de toute personne possédant plus de 100 millions d'euros. Oui, voilà, parce que c'est du communisme. C'est même pas du communisme, c'est de la nationalisation. C'est même pas du communisme. C'est même pas du communisme. C'est pas de la socialisation. Mais pour eux, c'est déjà du communisme. Au total, afin de corriger le fait que finalement, en tant qu'entrepreneur, on ne paye pas assez d'impôts parce qu'on ne se paye pas assez de salaire. Le problème s'est posé pour moi. Si je dois chaque année donner 2%, c'est-à-dire environ 7 millions d'euros ou même 5 millions d'euros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les 7 millions d'euros, peut-être qu'ils payent déjà quand même un peu d'impôts, qui fait que la taxe Zuckman, le truc des 2%, c'est déjà un petit peu rempli. C'est ce qu'on a fait le calcul tout à l'heure, 7 millions d'euros, il devrait à peu près. Mais le truc, frérot, c'est que si tu cèdes des parties de ta boîte, la taxe Zuckman, elle va baisser. Si au lieu d'avoir 375 millions de patrimoine, ils cèdent suffisamment de parts à l'État pour ne plus avoir que 200 millions d'euros de patrimoine, tu payeras moins de taxes Zuckman. Et en fait, au bout d'un moment, limite, tu arrives à 100 millions, tu payes plus de taxes Zuckman. Et c'est très bien. Et l'État a récupéré une partie de la boîte qui lui rapporte de l'argent. C'est très bien. C'est très bien. Comme ça, on plafonne à 100 millions de capitalisation boursière en ta possession, quitte à mettre un mécanisme qui te permet de gagner du pouvoir décisionnel, et l'État récupère une petite partie du capital. Ce qui fait que l'État a un peu plus de pouvoir décisionnaire dans ton entreprise. Je me répète, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé le contre-argument quand même, on est d'accord. Peu importe, je n'ai pas les moyens de le faire. Alors, ça paraît complètement absurde. Et là, il vient de dire qu'il n'avait pas les moyens de lâcher 1% du capital de sa boîte à l'État? Je n'ai pas les moyens, environ 7 millions d'euros ou même 5 millions d'euros, peu importe. Je n'ai pas les moyens de le faire. Alors, ça paraît complètement... Mais si tu as les moyens de le faire, tu revends des actions. Mais là, c'est un mensonge. C'est un mensonge.
complètement absurde. Et là, il ne s'agit pas pour moi de me plaindre d'une situation. Je ne suis pas du tout à plaindre. J'explique juste la situation comptable réelle qui me concerne dans un souci de transparence pour expliquer. Donc, ces actions valent un prix de marché, mais... En vrai, merci d'expliquer avec transparence tout ça. Hein. Et en plus, il le dit à tête reposée. Il n'est pas en train d'insulter Gabriel Zucman de mec d'extrême gauche quand même. C'est peut-être un peu moins rigolo à commenter que les saloperies de Bernard Arnault. Mais là-dessus, c'est vrai qu'au moins, voilà, il explique sa pensée. Il explique sa pensée qui n'est pas que la sienne, hein, qui est celle de toutes les personnes dans sa situation. Moi, je trouve ça bien parce que du coup, ça nous permet de réagir. Donc voilà, merci pour ça, c'est vrai, d'expliquer. C'est pas le plus gros chouineur des chouineurs. Ça va. Sauf que tu oublies que la croissance moyenne est de 6%. Donc même en payant 2%, ils continuent à avoir une croissance de leur capital de 4%. Oui voilà, donc c'est en fait, ils cèdent des parts à l'État qui finissent par se compenser. Et ça veut dire que même l'État, au final, il récupère peut-être de plus en plus de parts. Parce que si leur fortune augmente, ils devront continuer à céder plus d'actions à l'État. Mais si c'est vraiment une espèce d'exponentielle de valorisation boursière parce que la boîte est incontournable, ça fait que petit à petit, lui continuera à s'enrichir, en réalité, et à garder des parts, parce que la capitalisation boursière augmente tous les ans. Et l'État aussi prendra des parts et profitera de ce filon, quoi. Donc c'est très bien, tout le monde est gagnant, tout le monde est gagnant. Pourquoi ils le veulent pas? C'est par principe, pour eux l'État c'est du caca, ils veulent que ça soit leur boîte et les investisseurs ils aiment bien, l'État ils aiment pas. Tout simplement. Il y a un petit manque à gagner dessus et donc ils sont pas contents. Elles ne sont pas liquides, il n'y a pas de dividende. Donc sur mon compte en banque, en fait, il y a 0 €. Si jamais... Mais ça on l'a déjà dit. Il se répète le gars, hein. Oui, 0 € sur son compte en banque. J'aimerais bien avoir réellement son compte en banque. Je pense qu'il y a quelques centaines de milliers d'euros quand même. Il est en mode genre, non, j'ai rien, j'ai 0 € sur mon compte en banque. Regardez là, attends, je vais sur l'appli Société Générale. J'ai 120 000 là sur le compte commun. Quand il dit 0 €, c'est moins d'1 million en réalité. Hein. Voilà, je pense qu'en liquidité, il a de quoi s'acheter quelques maisons déjà. Mais pour lui, c'est déjà 0 € parce que c'est sans commune mesure avec son patrimoine et son capital de 375 millions, quoi. Ah, voilà, le boug il est dans le négatif, il peut pas s'acheter une tomate. Exactement, alors c'est pathétique. Salut Archie, comment ça va? Et je veux aller faire mes courses, c'est pas avec Ledger que je vais pouvoir trouver une source de financement. J'ai d'autres activités, je fais d'autres choses, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc on me demande de payer X millions d'euros chaque année, simplement parce que je détiens des actions qui sont valorisées. Les investisseurs investissent moins dans les boîtes où l'État est actionnaire? Mais c'est sûr ça, Mobutet 76? Est-ce que vous avez une étude qui corrobore ce truc? Parce que ça a l'air d'être un peu des idées reçues, quoi. Je prenais l'exemple de la Chine la dernière fois. La Chine, l'État contrôle tout, les investisseurs, ils voient qu'il y a du pognon à se faire en Chine, ils viennent. Hein. Oui, FDJ, la Française des Jeux. Ton exemple, c'est la Française des Jeux. C'est une boîte bien particulière, la Française des Jeux. T'as d'autres exemples? État français? Ouais, non, mais la Française des Jeux. Déjà, en plus, la Française des Jeux appartient quasiment intégralement à l'État. Non? Est-ce qu'on a vraiment envie que des investisseurs investissent dans les jeux d'argent en France qui est basé sur des revenus de l'addiction des personnes aux jeux d'argent? Moi, je serais pour le moins investir possible dans la Française des Jeux. Hein. Idéalement, il faudrait qu'il n'y ait plus de Française des Jeux à terme. Je sais pas exactement. Attends, on va regarder. Non, FDJ sur Wikipédia, peut-être? FDJ United. Nouveau nom du groupe Française des Jeux depuis mars 2025 est une société anonyme française créée en 1976. Son capital est alors détenu à 72% par l'État français, qui lui a confié sous contrôle du... Oh non, mais ça a été créé, c'était à 72% par l'État français. C'est un truc très particulier. Très, très particulier. Si c'est le seul exemple, bon, je trouve ça un peu léger. Hein. Oh, putain, j'ai la flemme de lire tout ça. En janvier 2024, la FDJ lance une OPA sur le suédois Kindred Group, la maison mère de son concurrent Unibet, qu'elle espère acquérir pour une somme estimée à 2,6 milliards d'euros. C'est du faux argent, on rappelle. Hein. En octobre de la même année, la FDJ vise à acquérir au total 98,6% du capital de l'opérateur de jeux en ligne suédois. En avril 2024, la FDJ lance un nouveau jeu baptisé Crescendo qui offre une chance sur 3,96 de gagner des sommes allant de 3 à 100 000 euros. Bon, ça a l'air d'aller pour eux. Ils peuvent se permettre, la FDJ, de vouloir racheter la maison mère de Unibet. Ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller pour eux. Mais c'est parce qu'ils ont revendu des parts de l'État. L'État détient alors jusqu'à 72% du capital et reste actionnaire à hauteur d'environ 20%. Donc ok, donc en fait c'est bien, ce que tu es en train de dire, c'est que depuis que l'État détient moins de capital chez la Française des Jeux peut se permettre de faire venir des investisseurs pour racheter Unibet et tenter de s'établir en situation de monopole sur les jeux d'argent qui, et je rappelle, une industrie qui marche sur l'addiction de personnes aux jeux d'argent.
C'est ton seul exemple? Moi, j'aurais préféré que ça reste bien sous contrôle de l'État à 72%, tranquillou, qu'il n'y ait pas une volonté de grossir et de racheter des concurrents, et que du coup, ça permette d'avoir une régulation des jeux d'argent pour éviter les problèmes d'addiction qui sont liés à ça. Hein. Donc, encore une fois, quand la France a plus de pouvoir décisionnel, y compris dans un truc comme la Française des Jeux, bah, ça permet en tout cas de mieux réguler. Et pour un truc comme les jeux d'argent, il faut les réguler au maximum. Le but, c'est pas que la FDJ rachète une Ibet. Ça n'apporte rien à la société, ça. Tu vois? Donc, si c'est ton seul exemple, bon. Je trouve un peu gaze. Voilà. Théorisé à un montant très élevé du fait de tous les rounds de financement de l'entreprise. Pour faire un Air parallèle... France aussi. Genre Air France, l'État a pris plus de parts et les investisseurs sont arrêtés de venir. Il y a France dans Air France. Mais alors, je veux bien un article, quelque chose de plus précis que juste un nom d'entreprise, tu vois. Imaginez que vous avez une maison que vous avez achetée un jour à 100 000 euros ou 200 000 euros. Maintenant, elle vaut 1 million d'euros. Et parce qu'il y a une taxe sur le patrimoine, eh bien, vous devez payer 2% de votre maison chaque Ribaud année. va vouloir la drogue car il y a des drogués. Bah, les jeux d'argent, c'est pas tout à fait pareil. Si l'ecstasy et le shit étaient contrôlés par une multinationale qui vise à faire de la fusion-acquisition et des OPA sur d'autres entreprises privées avec des investisseurs sur le marché du shit et de la cocaïne, je serais extrêmement contre le fait d'aborder la drogue comme ça. Hein. Au contraire, il faut réguler avec des monopoles d'État. Ce genre de choses. Oui, voilà, preuve sinon fake. J'aimerais bien un peu plus d'informations, s'il te plaît, Moboutet76, parce que là, tu dis juste Air France. Et bon, après, c'est un peu galère d'aller vérifier, d'aller dans le dur, quoi. C'est-à-dire que chaque année, vous devez payer 20 000 euros. Alors, vous allez me dire... De quoi? Chaque année sur le patrimoine, eh bien, vous devez payer 1 million d'euros. Et parce qu'il y a une taxe sur le patrimoine, eh bien, vous devez payer 2% de votre maison chaque année. C'est-à-dire que chaque année, vous devez payer 20 000 euros. Alors, vous allez me dire, mais d'où je sors les 20 000 euros? La maison ne me rapporte absolument rien. Certes, La maison rapporte le fait de ne plus payer de loyer, déjà, premièrement. Deuxièmement, le truc de la maison, il y a la taxe foncière. Et troisièmement, un couple d'actifs qui a une maison à 1 million d'euros, est-ce que ce couple d'actifs, au vu du revenu qu'ils ont, parce que normalement, quand tu as une maison à 1 million d'euros, tu gagnes bien ta vie. Tu as une maison à 1 million d'euros, tu es des cadres supérieurs. C'est un couple de cadres supérieurs qui gagnent beaucoup d'argent. Est-ce que sur tout l'argent qu'ils ont gagné, ils ont déjà payé l'équivalent de 20 000 euros d'impôts en un an à deux? Si on prend impôt sur le revenu, taxe foncière, éventuel impôt sur les sociétés parce qu'ils auraient des dividendes de boîte, ou même s'ils ont des produits financiers, la flat tax, ou alors éventuellement même la TVA qu'ils payent sur leur consommation. Est-ce que tout ça, quand tu prends le couple qui habite dans une maison d'1 million d'euros, qui ont probablement des salaires en mode pas loin de 10 000 balles par mois net, est-ce que ces gens-là payent déjà à peu près 20 000 euros d'impôts par an, en tout et pour tout? Oui, je pense qu'un couple de cadres supérieurs qui gagne suffisamment bien sa vie pour avoir une maison à 1 million d'euros, je pense qu'ils payent d'ores et déjà à peu près en cumulé 20 000 euros d'impôts par an, à deux. Je pense. Donc là, quand il dit ça, il ment. Quand il dit ça, c'est du mensonge. Il est en mode, ils devront payer 20 000 euros en plus de déjà tous les impôts qu'ils payent. Non, ils payent déjà 2%. Ils payent déjà l'équivalent de 20 000 euros d'impôts par an. Sinon, ils ne pourraient pas se permettre d'avoir une maison à 1 million. C'est un foyer fiscal à 15K par mois, voilà. Ça dépend où? Pour la taxe foncière, mais il n'y a pas que la taxe foncière. Quand tu as une maison à 1 million d'euros, je ne sais pas à combien est la taxe foncière, mais je pense que c'est déjà plusieurs milliers d'euros par an. Hein. Non, il parlait pas d'une maison à 200 000 euros, il parlait d'une maison à 1 million. 2% de 1 million, ça fait 20 000. Une maison à 20 000 euros, c'est 4 000 euros. 2% de 200 000, pardon. Une maison à 200 000 euros, on avait fait le calcul l'autre jour, une maison à 200 000 euros, c'est 4 000 euros d'impôt. Est-ce qu'un couple d'actifs qui travaille, qui possède une maison à 200 000 euros, paye déjà 4 000 euros d'impôt par an en cumulé? Oui. Donc les 2% sont atteints, la question de la taxe Zucman ne se paye pas. Il parle d'une maison à 200 000 qui a gagné en valo à 1 million. Bah, ce qu'ils font, ils revendent la maison, ils se sont fait 800K de cash. Ils achètent une autre maison moins chère, ils sont pétés de thunes à ce moment-là. Enfin, genre, c'est... S'il y a des bulles spéculatives sur l'immobilier, vous comprenez bien que c'est pas du vrai argent. Ah ouais, alors pourquoi ça nous empêche d'acheter des maisons? C'est ça qui est insupportable. Ils sont en mode genre, non mais regardez, c'est parce que ça a été valorisé trop et tout. Ah oui, donc c'est la bulle spéculative immobilière, ça empêche littéralement les Français d'accéder à l'immobilier. Ils sont en mode, mais à cause de ça, on peut pas payer d'impôts. Mais allez vous faire enculer au bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est que ces arguments de cons? C'est pas de l'argent réel, tout ça aussi? C'est de l'argent qui fait qu'on peut pas payer d'impôts? Bah à ce moment-là, la maison, si elle coûte 1 million d'euros,
On la refait passer à 200 000 et il n'y aura pas de souci. Et ça fera peut-être baisser le marché de l'immobilier, ce qui permettra aux Français d'accéder à l'immobilier et de relancer un peu la machine économique. À ce moment-là, c'est encore une fois le problème, c'est qu'il y a des bulles spéculatives dans tous les sens. On les subit, ces bulles spéculatives. Surtout quand on parle d'immobilier. Donc son argument, c'est de la merde. Une maison à 200 000 qui est passée à 1 million d'euros, pourquoi x5 Pourquoi x5 la maison? À ce moment-là, soit on pète la bulle spéculative et il n'y aura pas de souci pour eux, soit qu'ils aillent se faire... Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens quand tu relis tout ça à la vie d'un Français lambda. Tout ça n'a aucun sens qui raconte. Allez vous faire foutre à la fin, quoi. Elle me permet de vivre, etc. C'est Ma super. maison me permet de vivre. Ma maison à 1 million d'euros surévaluée permet d'augmenter toute l'intégralité du marché de l'immobilier qui fait que les Français sans apport ne peuvent plus accéder à l'immobilier. Mais regardez, du coup, on peut pas payer d'impôts. Je vais péter un câble. J'adore ma maison, mais c'est pas avec ma maison que je gagne de l'argent. Ah, voilà, c'est exactement la même situation. Pourquoi on achète des maisons si ça n'a aucun intérêt? Pourquoi on n'est pas tous locataires si ça n'a aucun intérêt? C'est pas avec ma maison que je gagne de l'argent. Quand t'es propriétaire et que t'as fini de rembourser ton crédit, c'est tout l'intérêt d'être propriétaire, d'accéder à la propriété. T'es en mode, pendant 20 ans, je vais devoir rembourser mon prêt à la banque. Mais une fois que les 20 ans seront terminés, c'est un investissement à long terme. J'aurai plus de loyer à payer, j'aurai plus que la taxe foncière, et du coup, j'aurai une augmentation massive de mes revenus et je serai bien. Et après, en plus, je pourrais léguer un petit patrimoine de départ à mon décès, via l'héritage, à mes enfants, etc. C'est du long terme d'acheter une maison. Là, ils parlent comme si, oh, mais imagine, t'as une maison à 200 000 qui est passée à 1 million. Tout ça est fictif, ça ne change rien à ta vie. Bah si, ça fait que déjà, la maison, tu peux la revendre à 1 million d'euros, t'auras fait une plus-value de x4. Ça va. Faut arrêter de nous prendre pour des abrutis, quoi. Donc, Je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Hein. Je commence à avoir dit tout ce que j'ai à dire et là je suis en train de m'énerver. On va pas aller jusqu'au bout, mais quel enfer. Hein. je fais pour payer plusieurs millions d'euros? Déjà, je peux pas juste aller prendre dans mon compte en banque et faire un virement parce que je ne les ai pas. Donc, on me propose plusieurs solutions. Parce que, à un moment, ils ont fini par comprendre que oui, effectivement, c'est une fortune virtuelle, c'est pas du cash. C'est ça, Jérémy, c'est le mec qui était dans qui est mon associé, tout à fait. Il faut trouver des solutions. Ce truc de fortune virtuelle en prenant l'exemple d'une maison qui est passée de 200 000 à 1 million, c'est indécent de dire ça. Indécent. C'est pas de la fortune. Pour celui qui veut acheter une maison, c'est pas virtuel. Hein. C'est en mode genre, je peux pas acheter de maison à cause de ça. Enfin, quelle indignité. Hein. Première solution, c'est, vous avez qu'à vendre vos actions. Les actions ont une valeur, il y a un marché, vendez-les. Et comme ça, vous allez pouvoir payer l'impôt. Alors, le premier problème, c'est que les actions de Ledger ne sont pas cotées en bourse. Hein. C'est une société qui est privée. Et donc, il y a peut-être un marché, puisqu'il y a des gens qui pourraient tout à fait vouloir acheter des actions Ledger, mais il y a ce qu'on appelle... Et en plus, oui, la maison est déjà imposée par l'impôt sur la fortune immobilière. J'avoue, j'avais oublié ça. Maison à 1 million, est-ce que l'IFI est appliqué? J'ai un contre-exemple encore meilleur. J'ai une page Wikipédia, c'est plus simple. Mis en place par Macron pour remplacer l'impôt ISF, cet impôt progressif par tranche, ça va de 0,5 à 1,5%. Et la première tranche s'applique à partir de 800 000 euros. Donc déjà de base, quand tu as une maison à 1 million d'euros, tu dois déjà payer 0,5%, c'est obligatoire, c'est déjà là. Bon, au-dessus de 800 000. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà des mécanismes liés au patrimoine sur la fortune immobilière qui existent déjà. C'est pas tout à fait la taxe Zuckman, mais ça existe déjà. Tu prends l'IFI pour ceux qui possèdent la maison à 1 million d'euros, l'impôt sur le revenu qu'ils payent, la taxe foncière, on n'est pas loin de 2% de leur patrimoine payé chaque année. Et si tu rajoutes tout le reste, y compris la TVA qu'ils payent sur leur consommation, les 20 000 euros, c'est bon. Ils sont faits. Les 2%, ils ne sont pas concernés par la taxe Zuckman. Et c'est justement pour cette raison que la taxe Zuckman, c'est uniquement pour les patrimoines au-dessus de 100 millions. L'exemple de la maison à 1 million, pourquoi ils croient que la taxe Zuckman ne s'applique pas sur les patrimoines à 1 million? Parce que on n'a pas besoin de le faire. Les impôts sont déjà payés par ces gens-là. C'est au-dessus qu'il faut aller corriger le truc. Je commence à me répéter, donc je pense que... waouh. Appelle une décote à cause de l'illiquidité de ces actions. Pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a aussi des classes d'actions avec des préférences qui font que nous, en tant que fondateurs, on a ce qu'on appelle des classes d'actions ordinaires. Et bref, si demain je voulais vendre mes actions, j'aurais une décote de 60%. C'est-à-dire qu'il faudrait que je trouve quelqu'un pour les acheter. Il faudrait ensuite que le board, le conseil d'administration, accepte que cette nouvelle personne rentre en tant qu'actionnaire. Donc bref, ça me prendrait beaucoup de temps. Il y aurait aussi évidemment la notion d'une banque d'affaires qui devrait trouver, négocier, qui vont prendre des frais, des avocats. Enfin, ça coûte cher de vendre ce type de bloc d'actions. Mais admettons, c'est sûrement possible. En acceptant en fait une décote. Donc ça, il dit ça, c'est sûrement possible, mais c'est pas la bonne solution de dire vendez vos actions à des random investisseurs tout le temps pour pouvoir vous acquitter de la taxe Zuckman.
C'est pas la solution proposée par Gabriel Zucman lui-même. Hein. Lui qui était en mode plutôt, vos actions, vous les vendez à l'État et c'est comme ça que vous payez en nature votre taxe Zucman. Et à la fin, en fait, ça va finir par converger vers une valeur où leur capital a suffisamment baissé pour qu'ils aient même plus besoin de vendre d'actions pour pouvoir payer la taxe Zucman. Et c'est bon. Et ça a été mis à l'équilibre. Et c'est parfait. Mais du coup, pour ces fameuses personnes qui manquent de liquidité, c'est vrai qu'à un moment donné, le but, c'est de transférer leur capital en partie à l'État. Mais à hauteur de quelques pourcents. Ça va. Cote énorme de 60%. Et en plus, dans un environnement où l'acheteur potentiel sait que je n'ai pas le choix, je dois vendre. Donc, à mon avis, vu qu'on est coincé, c'est pas 60% de décote, c'est 80% de décote. Donc, pour vendre 2%, finalement, je vais devoir peut-être vendre 5%, 6%, juste sur une année. Et puis ensuite, il y a la flat tax. C'est-à-dire que je dois payer 30%. Donc, il faut que je rajoute 30%. Non, là, c'est du mensonge. Si tu vends tellement d'actions qu'avec la flat tax, tu payes 30% sur toutes tes actions, normalement, ça va vite être équivalent à 2% de ton patrimoine restant. Donc, ne serait-ce qu'avec la flat tax, il y aura plus de taxe Zucman, en fait. Si tu vends assez d'actions et qu'avec la flat tax, tu payes l'équivalent de 2% du patrimoine qui te reste après avoir vendu ces actions, c'est bon, il n'y a plus de taxe Zucman pour toi. Quand il dit ça, c'est un mensonge. Là, il ment. Là, il est en train de mentir. Là, il est en train de... Soit il s'est trompé, soit il ment. Donc ça va peut-être être 8% de l'entreprise que je dois vendre chaque année. Non. Et donc là, je peux payer un impôt. Et encore une fois, s'il fait ça, c'est pas chaque année. C'est régressif. Chaque année, sa taxe Zucman sera moins élevée que l'année précédente. Ou alors son capital augmente tellement que oui, il fera ça chaque année et que ça ne changera rien. Donc vas-y, let's go. Mais là, on se marche sur la tête, c'est inacceptable. C'est-à-dire que Menteur. si chaque année, pour faire face à cet impôt, je dois vendre une grosse partie de l'entreprise, c'est complètement absurde. Et en plus, c'est complètement injuste. Parce que, encore une fois, la présence de ces actions ne me rapporte rien. C'est pas comme si, avec, je pouvais m'acheter quelque chose ou faire quelque chose. L'autre option qui m'est proposée, c'est, vous n'avez qu'à emprunter. Mais Encore une fois, c'est pas la solution décrite par Gabriel Zucman dans le cas de figure assez rare où il y aura un manque de liquidité pour payer cette taxe. On parle de 1800 personnes concernées. D'après Gabriel Zucman, il y en aurait une centaine, tout au plus, qui pourraient avoir des problèmes de liquidité. Et dans tous les cas, ils disent pas « il va falloir vendre des actions, il va falloir emprunter pour payer ». Non, non. Ça parle de justement payer en nature via des actions. Et en fait, à un moment donné, ça s'équilibrerait, il n'y aurait même plus besoin de le faire. mettez vos actions en collatéral, ça s'appelle un lombard, et donc vous avez de l'argent et vous payez l'impôt avec. Alors quand je dis mettre en collatéral, ça veut dire mettre en gage. C'est un petit peu comme si vous aviez besoin de cash, vous prenez le collier en or de votre grand-mère, vous voulez pas le vendre parce que vous y tenez, vous allez donc voir ce qu'on a... Je devais bouffer avec mon daron ce midi. J'ai oublié. J'avais pas prévu de streamer à la base aujourd'hui. Je me suis dit, allez, je vais streamer quand même. Je devais bouffer avec mon daron. Je travaille trop, j'oublie mes proches. Je vais lui répondre, je suis désolé. Bon, au moins que j'ai pas travaillé pour rien, petit train de hype. Voilà, que j'ai pas bossé pour rien. Comment je fasse un peu la moula? Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un petit train de hype? Allez, on reprend. Merci pour le train de hype, on reprend. Si ça veut bien. Commencé à comprendre que c'était un problème. Donc, troisième solution, vous n'avez qu'à payer en nature. Oui. Chaque année, vous allez donner 2% de vos actions à l'État. Vous allez... Alors ça dépend, 2% de vos actions, ça dépend de la valeur, ça dépend de ce que tu possèdes, ça dépend de combien tu dois t'acquitter par rapport à la taxe Zucman. C'est pas systématiquement 2%. Pour l'exemple de Mistral, ça aurait voulu dire que les 3 cofondateurs qui détiennent chacun 10% du capital devraient filer 1% par an. Et en fait, au bout de 2 ans, ça serait autorégulé et ils auraient plus à faire ça. Ils auraient la liquidité pour. Donc ça va. Et potentiellement garder vos droits de vote, parce que le but, c'est quand même de garder un minimum de contrôle sur l'entreprise. Donc en plus, ils peuvent garder leur droit de vote, ils peuvent garder leur pouvoir décisionnel dans la boîte en refilant quand même des bouts d'actions à l'État. Vas-y, go, c'est quoi le souci? Mais on garde les actions, et puis le jour où vous allez vendre l'entreprise, on les vendra avec. Alors, ça c'est super, mais je suis désolé, ça s'appelle du collectivisme. C'est Ouais, c'est super. du vol. C'est-à-dire... Alors c'est pas du vol, mais t'es complètement con là. Ça c'est du vol. C'est du collectivisme, donc c'est du vol. Alors c'est bien, c'est parfait. C'est parfait, parce que jusque-là, il était en mode genre, je vais vous expliquer très sincèrement et de manière très objective et neutre pourquoi la taxe Zucman, ça ne fonctionne pas. Donc là, il est en mode ça fonctionne. Ça, on peut. Mais c'est du collectivisme, donc par principe, je m'y oppose, car pour moi, c'est du vol. Bah non.
C'est pas du vol, c'est du collectivisme. L'État, c'est ce qui fait qu'on fait collectif tous ensemble. Donc il ne veut pas faire partie du collectif via l'État, car pour lui c'est du collectivisme. Merci de vous dévoiler, monsieur le milliardaire. Merci de vous dévoiler. Rendre au peuple, c'est du vol. C'est du vol en fait. Voilà. L'économie planifiée, tout ça, c'est du vol. Que l'État ait un petit peu d'action dans les boîtes de nos fleurons français, c'est du vol. Non, c'est du patriotisme, monsieur. Que ces actions... On pourrait même qualifier ça de patriotisme. Lui, s'il appelle ça du collectivisme et qu'il est de droite et qu'il aime pas ça, ok, à ce moment-là, un peu de patriotisme économique. Je ne sais pas. J'espère qu'il n'utilise pas les routes qu'on a collectivement construites. Hein. Ah oui, hein, j'espère qu'il n'a pas d'enfants qui sont à l'école. Hein. J'espère. Hein. Propriété. Et là, on vient me les saisir pour pouvoir payer un impôt futur sur quelque chose qui, aujourd'hui, ne me rapporte encore une fois rien du tout. Et là, mais si ça te rapporte rien, c'est du vol d'un truc fictif qui ne sert à rien. Donc c'est du vol dont tu te branles. Ça me rapporte rien ? Ah mais hors de question qu'on me le vole. Est-ce que tu serais pas un peu en train de te foutre de la gueule du monde ? Je sais pas. Regardez ce capuchon de pomme-pote en plastique. Il me rapporte rien, je m'en bats les couilles. Moi je compte même le jeter à la poubelle là, juste après. Si on me le vole, je serai en mode bah tiens, prends, je m'en fous, je te le donne. Donc un coup c'est de l'argent fictif qui lui rapporte rien, de l'autre côté c'est du vol si on veut lui en prendre un tout petit bout. Oh là là. c'est un principe de liberté fondamentale qui est bafoué. Non. Et qui est inacceptable. Et au bout de 10 ans... Pourquoi ? Là, il a pas d'argument. Jusque-là, il était en mode genre, voilà, je vais prendre le temps de faire une vidéo de 35 minutes pour vous expliquer tous mes arguments. Jusque-là, il avait des arguments, ok, j'étais en mode, c'est bien, on peut en discuter, tout ça. Et quand on arrive à la vraie solution qu'on pourrait appliquer réellement, il est en mode, c'est du vol. C'est moralement inacceptable. Selon quels critères ? Monsieur est un spécialiste de la philosophie politique maintenant. Bah, ça va être 15% de mon entreprise, enfin de mes parts que je vais donner à l'État. Mais pour quelle raison ? Pourquoi est-ce que je devrais... Pourquoi 15% ? Pourquoi il donnerait 15% de son part de son entreprise à l'État ? donner, au bout de 10 ans, 15% de mes parts à l'État, alors que cela... Parce que t'es trop riche par rapport à tout le monde et que l'État a besoin de financement pour payer les retraites, la sécurité sociale, les écoles, la justice, la police, l'armée, absolument tout. T'as pas remarqué que c'était la crise budgétaire, gros con ? C'est pour ça. Pour quelle raison je devrais participer ? C'est injuste. Mais parce que l'heure est grave peut-être, à l'espèce d'immense bouffon. ne représente absolument aucun avantage économique actuel. Je paye un impôt sur quelque chose de complètement virtuel. Et avant d'arriver à une vente, on peut mettre 20 ans. J'ai créé Ledger il y a 10 ans, je pense qu'il faudra encore 10 ans. Donc si la taxe Zuckman avait existé depuis le début, à la fin, ça aurait été un tiers de toutes mes parts que j'ai données à l'État. Merci pour le train de live, les amis. En plus, évidemment, ensuite, un tiers à payer pour la flat tax. Donc à la fin, c'est plus de 2 tiers que je donne à l'État. Et là, ça devient confiscatoire. Mais là, il dit n'importe quoi. Là, il redit n'importe quoi. C'est confiscatoire, je dis les 2 tiers à l'État, les trucs de flat tax. Si tu payes suffisamment de flat tax, tu ne payes pas de taxe Zuckman, en fait. Si tu revends tes actions et que du coup, tu payes plein de flat tax, t'inquiète, la taxe Zuckman, elle aura atteint les 2%. T'auras pas besoin de mettre 2% en plus. Depuis le début, il part du principe que les 2% de la taxe Zuckman se rajoutent au reste. Et c'est là que c'est un immense menteur. Jusque-là, ok, il expliquait des trucs de finance, il était un peu de bonne foi, ok. Il y a un mensonge depuis le début, c'est faire croire que la taxe Zuckman, c'est 2% en plus de l'impôt qu'il paye déjà. Premièrement. Et deuxièmement, son argument pour dire non, je veux pas filer des parts, ça serait confiscatoire, ça serait du vol, c'est du collectivisme et ça c'est pas bien. Bah non, un peu plus de collectivisme, ça serait très bien au contraire. Ça serait très bien. En plus, évidemment, ensuite, un tiers à payer pour la flat tax. Donc à la fin, c'est plus de 2 tiers que je donne à l'État. Et là, ça devient confiscatoire. Je veux bien payer plus d'impôts, je veux bien entendre qu'on doit tous faire un effort. Mais la taxe Zuckman, telle qu'elle est construite sur un patrimoine futur, sur des plus-values latentes, n'a absolument aucun sens. Ensuite, d'accord, alors on a regardé l'autre fois avec Gabriel Zuckman, il y a des économistes qui sont, eux, pour plus taxer les plus-values latentes, justement. Donc on peut faire d'autres choses qui ont du sens, mais les plus-values latentes, c'est un vrai truc qu'on pourrait taxer et qui rapporterait de l'argent à l'État. Arrêtez de prendre les gens pour des débiles. On me dit, ok Eric, bon, t'as tes actions Ledger, ça vaut X. Il y a un truc qui est pas faux, c'est que sur 10 ans, il doit donner 2% tous les ans, et à la fin, quand il revend sa part, il aura la flat tax. Mais à la fin, quand il va revendre ses parts, la flat tax, il paiera moins de flat tax. S'il a donné des parts à l'État tous les ans, à la fin, quand il va se faire du bénéf, il paiera moins de flat tax parce qu'il aura moins de bénéf que prévu à ce moment-là. Et ça fera du bénéf pour l'État. Et ça fera des rentrées fiscales pour l'État. Et ça fera un impôt équivalent à 2%. Le truc va s'auto-ajuster au bout d'un moment. S'il a moins de capital, il paiera moins d'impôts. Et tout ça sera acquitté très rapidement. Il sera même plus concerné par la taxe Zuckman. Donc je veux dire, ça n'a pas de sens. Le but, c'est d'aller chercher l'argent là où il est pour qu'il paye l'impôt juste. Donc c'est normal. Il a pas tort, mais c'est le but.
Il a pas tort de dire je vais perdre de l'argent. Oui, il va perdre de l'argent. C'est le but. C'est qu'il paye plus d'impôts. Donc oui, il va perdre de l'argent. C'est littéralement le but. Par contre, tu dois bien avoir autre chose. Comment tu fais pour manger, puisque tu dis que Ledger te rapporte rien? C'est que tu as d'autres actifs, des choses que tu pourrais vendre. Il y a un moyen de payer cette taxe. Alors oui, effectivement, j'ai d'autres entreprises. J'ai investi dans différentes startups. Vous pouvez le voir dans Qui veut être mon associé. Allez, on s'en bat les couilles de ta pub de con. T'es là pour faire ta propre pub, monsieur l'entrepreneur, ou t'es là pour avoir un discours sérieux sur la taxe Zuckman? On comprend pas bien. Hein. Tout ça, c'est qu'une vaste opération de com qui vise à bien se faire voir et dans une démarche entrepreneuriale. Faire encore plus de pognon, cette saloperie de milliardaire à la con. Merci chez Kevin Razi pour le raid. C'est Kevin Razi, c'est le vrai Kevin Razi. Trop marrant. Ça va? Ça va, Kevin? Trop cool. Eh ben, écoutez, installez-vous, n'hésitez pas à follow la chaîne si vous le voulez. Si vous êtes chaud. On était en train de regarder Éric Larchevêque, donc un espèce d'entrepreneur de la start-up dans les crypto-monnaies, qui est un des cofondateurs de Ledger, qui est une solution de sécurité pour les crypto-wallets. Donc déjà, c'est très énervant de base. Et là, il est en train de sortir tout un tas d'arguments comme quoi il peut pas payer une éventuelle taxe Zuckman parce que c'est pas du vrai argent qu'il a, c'est du capital. Donc on peut saisir une partie du capital. Moi, je suis pour. Et tout à l'heure, il a parlé de cette éventualité en disant « Alors, il y a une autre solution pour que je puisse payer mes impôts, ça serait de lâcher des petits bouts d'actions et quelques actions à l'État, à hauteur de 2% de ma boîte. » Il a dit « C'est hors de question, c'est du collectivisme et c'est du vol. » Voilà le niveau de l'argumentaire en face. Alors que le collectivisme, au contraire, based. Créer d'autres Merci pour le raid, Kevin Razi. Merci beaucoup. Dont je possède des parts, comme CoinHouse, qui est un broker crypto, Day One, qui est un club d'investissement, et puis d'autres. Alors, ces entreprises, collectivement, ne dépassent pas les 100 millions de valorisation, quoique, mais c'est toujours pareil. Je ne peux pas non plus les vendre, c'est exactement... Mais attends, il a dit « Je ne peux pas vendre mes actions pour payer la taxe Zuckman. » Ça marche pas. Oui, donc c'est pour ça qu'on lui demande de payer en nature en donnant des actions à l'État. Et sur le seul argument, c'était « C'est hors de question. C'est du vol. » Donc bon, on va arrêter d'écouter son argumentaire, parce qu'il est en train d'expliquer des choses qui ne sont pas prévues par la taxe Zuckman. Le truc qui est prévu par le mécanisme de la taxe Zuckman, donc de payer en nature via la cession d'actions à l'État, qui pourrait avoir un fonds souverain, etc. Il est en mode, non, ça c'est mort, parce que j'estime que c'est mal. C'est du collectivisme. Et par principe, je dis non. Donc je veux dire, on va s'arrêter là sur les trucs de structuration financière, on s'en bat les couilles. On a bien vu que son argument pour dire « Je ne veux pas le faire, je ne veux pas participer à la solidarité nationale, c'est du vol. Point à la ligne. » Donc casse-toi au bout d'un moment. Juste ce truc-là, riche égale ennemi, ça m'intrigue. On va regarder, on va pas faire tout le React, mais là c'est quoi ce chapitre? Riche égale ennemi, point d'interrogation. Sondage sur le chat. Riche égale ennemi? Oui. Non. Vous avez que 1 minute pour voter. Suis-je votre ennemi? Attends, non, c'est pas ce que je voulais dire. Not all rich. Alors oui, est-ce qu'on parle de riches ou de détenteurs des moyens de production? Riche et tout. Pas riche, bourgeois et capitaliste en vrai. Ouais, je suis assez d'accord. Riche, ça veut un peu rien dire. Il faut réfléchir en termes de un peu de des classes, et en tout cas en termes de propriété, quoi. Lui, c'est pas juste qu'il est riche, c'est que il fait partie de la classe capitaliste, quoi. Voilà, il se fait tout un tas d'argent via une valorisation boursière, certes, pas via du revenu, mais quand même. Et tout ça, il l'a pas fait tout seul avec ses petits doigts. Il y a tout un tas de gens qui travaillent pour son projet, même indirectement. Voilà, toutes les petites mains de la big data, c'est des gens qui sont archi exploités et il en tire les dividendes à un moment donné. Donc ça reste un exploiteur. Voilà. Donc quand même 80% du chat qui disent oui. Alors on ne sait pas si on parle des riches ou des propriétaires des moyens de production, mais en tout cas, ouais, nous déjà on est plutôt un petit peu d'accord là-dessus, quoi. Voilà. Alors après, il faut définir riche, mais voilà. De l'argent. Comme vous le voyez, je fais un exercice de transparence. Maintenant, on peut me reprocher d'avoir gagné ma vie. On peut me dire, Eric, t'es un bâtard. Mais t'as pas gagné ta vie, c'est de l'argent fictif. Faudrait savoir. Trop d'argent, ça devrait être interdit. Oui. Il y a des gens qui me disent ça, et ouais. bon, je l'entends. Hein. Et donc, parce que... Oui, nous, c'est notre argument. C'est genre, aucune personne ne devrait avoir autant d'oseille, et aucune personne, peut-être même, ne devrait avoir autant de pouvoir. Relire Kanye West. Dans son morceau Power, il fait « How can a man have so much power ?» Ouais, moi je suis d'accord avec ça, effectivement. Il entend. Bah oui, bah on peut discuter. Encore une fois, c'est ce que je disais. Et c'est là où quand même il a un peu de bonne foi malgré tout et qu'il assume un peu sa position. Et que je trouve que c'est un React qui est pas mal par rapport à lui. Et je suis content qu'il ait fait cette vidéo pour ça. Il assume, il est en mode le débat, c'est peut-être que certaines personnes pensent qu'on ne devrait pas posséder autant. Et la réponse est oui.
Effectivement. Et là, on commence à toucher un peu plus le cœur du problème, commencer à plus parler de capital, de propriété, de pouvoir, et moins parler simplement de revenus et d'impôts. Et moi, c'est ce que j'aime bien avec cette taxe Zuckman. Ça ouvre cette porte-là de est-ce qu'on repartagerait pas un peu mieux le capital? Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça nous permet d'avoir un discours un peu plus de lutte des classes, finalement. Et même lui, il est en train de l'assumer à dire bah oui, après, on peut en parler. Est-ce que les riches sont des ennemis? Monsieur le multimillionnaire pété de thunes ouvre lui-même ce débat à l'occasion du débat sur la taxe Zuckman. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Moi, ça me fait très plaisir. Je dirais même... moi, ça me fait très plaisir qu'on ouvre ce débat. Hein. Très plaisir. Hein. Bon, je fais un peu tout le temps la même blague. Aurait gagné trop d'argent ou parce qu'une personne dans sa vie n'aurait pas le droit de gagner autant d'argent, eh bien, elle devrait le rendre à l'État. Ouais. Alors, moi, je pense, dans ce cas, il faut aller au bout de cette réflexion. Ouais. C'est-à-dire, soit on décide qu'effectivement, l'entrepreneuriat, la création de valeur, la création de richesse n'a pas sa place en France, il faut tout taxer. Mais c'est pas la création de richesse le souci. Quand tu taxes, tu n'empêches pas la richesse de se créer. C'est ça que je comprends pas. Merci Shiokage pour ton sub offert. Merci beaucoup. C'est pas une histoire de taxer la création. Enfin, si, c'est taxer la richesse, mais on laisse la richesse se créer. La richesse, elle est créée, quoi qu'il en soit, par le travail des travailleurs, quoi. Donc, taxer, récupérer les dividendes de cette richesse créée par l'État plutôt que par la classe capitaliste, c'est pas empêcher la richesse de se créer. Et au moins, on a une position qui est claire. Au moins, on ne tourne pas autour du pot. Ouais. Ou sinon, si on veut juste dire il faut contribuer plus, payer plus d'impôts, alors augmenter les taxes, augmenter la flat tax, augmenter l'impôt sur le revenu. Mais vous les contournez ces taxes en sortant jamais vos actions et vous vous dites c'est pas de l'argent réel, c'est de la capitalisation boursière et vous vivez quand même comme des rois du pétrole et vous êtes quand même dans le top 500 challenge à la fin. C'est ça le truc, les autres taxes, vous les évitez en permanence, ce qui fait que vous ne payez même pas l'équivalent de 2% de votre patrimoine, et c'est justement pour corriger ça que la taxe Zuckman a été créée. Mais oui, effectivement, si la seule manière de régler ce problème, que le fait que des méga riches comme toi payent trop peu d'impôts, si la seule manière de régler ce souci-là, c'est de prendre une partie de ta capitale, ce que tu appelles du collectivisme, allons-y, justement. Il y a une incohérence dans le système actuellement, la taxe Zuckman met le doigt dessus, et il a raison de dire il faut aller au bout de ce discours. Moi, je vais au bout de ce discours. Effectivement, si t'es pas content de payer ta taxe Zuckman parce que nanani nanana, possède moins de 100 millions d'euros de capital, il n'y aura pas de souci, tu la payeras pas. Mais ne venez pas créer une taxe qui va venir taxer quelque chose qui, au final, n'a vraiment pas de sens. La taxe Zuckman, en vérité... Si ça n'a pas de sens, cède tes parts à l'État, et il n'y aura pas de souci. C'est incohérent. Elle est là pour détourner le véritable débat. Elle est là pour désigner une sorte d'ennemi commun qui serait à la source de tous les problèmes en France, c'est-à-dire les riches. Qu'est-ce qu'un riche? Alors les riches, ce serait plutôt la bourgeoisie possédante, la classe capitaliste, ceux qui exploitent les travailleurs. Pour moi, un riche, c'est un contributeur économique net à la société. C'est quelqu'un qui travaille, qui crée de la valeur, qui prend des risques, qui investit son capital, qui met... Mais sa valeur est fictive, il l'a dit depuis le début. Sa valeur est spéculative, sa boîte ne rapporte même pas d'argent. Elle ne crée pas de richesse, son entreprise. C'est une start-up qui n'est pas rentable. Qu'est-ce qu'il raconte? à risque son temps, son... Gros, ta boîte, c'est un système de sécurité pour des portefeuilles de crypto-monnaies. Tu apportes quoi à l'intérêt général? Quelle richesse tu as créée? En quoi ce que tu as fait, ça a créé de la richesse en France? argent, son énergie, parfois sa santé Les pauvres, mentale, c'est des profiteurs nets à ce moment-là. C'est insupportable comme discours. pour essayer de construire, créer de l'emploi, etc. Et s'il le fait, eh Là, bien, là, il ressort juste la vieille messe libérale le prêchi-prêcha libéral de vive les patrons, sans eux l'économie s'effondre, quoi. Voilà, il fait des crypto-wallets pour crypto-connards. Normalement, ça va. Arrête de te prendre pour Dieu le sauveur, frérot, là. T'as créé de la richesse pour qui? Il y a beaucoup d'employés dans ta boîte. Tu crées de l'emploi en France. Tu participes à la croissance. Tu relances la consommation en créant de l'emploi pour des gens et cet argent est réinjecté dans les circuits économiques français. Que dalle, il y a combien d'employés dans Ledger? Arrête de te prendre pour un beau gosse, là. C'est insupportable. Ledger, masse salariale. Ah, monsieur le bienfaiteur a créé tellement d'emplois en France, hein. Tellement d'emplois en France, 342 salaires. Ah bah super, merci. Heureusement que t'es là, hein. Ah désolé, c'est insupportable, hein. parce qu'il espère un retour. Il espère évidemment s'enrichir, même si ce n'est pas souvent la première des motivations. Si je prends mon cas, lui, c'est par amour pour la crypto-monnaie qu'il décide de devenir multimillionnaire. Je ne me suis pas mis à entreprendre pour devenir riche. Je l'ai fait parce que c'était
une sorte d'appel de la forêt. C'était une volonté fondamentale de créer, de construire. Et c'est du reste le seul véritable... Mytho, immense mytho. Même moi, je touche... Vous voulez voir mon CA? Vous voulez voir mon chiffre d'affaires? Je vous le montre souvent. Hein. Mais vas-y, moi, je vais être honnête, contrairement à ce couillon. Vous voulez voir mon CA? Vous voulez voir ma comptabilité? C'est parti, il n'y a pas le mois dernier. Compte à 2025, on y va. Juste pour vous dire, moi, mon état d'esprit par rapport à ça. Je gagne vraiment pas énormément de sous par rapport à tout ça. Hein. Je veux dire, ça va, ça reste tout à fait raisonnable. Ok. Regardez. Ça, c'est mon chiffre d'affaires total. Après, là, je paye l'URSSAF ici. Ça, c'est ce qui reste dans ma poche. Et après, vu que je paye Groubignol pour les montages, à la fin, c'est ça que j'ai à la fin comme salaire final. Donc, le mieux que j'ai fait ever de toute ma carrière de streamer, c'est 1746 € sur mon compte en banque à la fin du mois. Je n'ai jamais fait plus. Donc, ça reste de l'entrepreneuriat mignon. Hein. On a un CA à la fin de l'année qui va être de genre 25 000 balles, quoi. Ça va. Ça reste mignon. Enfin, ça reste mignon. C'est pas... Ça reste c'est de la micro-entreprise, quoi. Bah, même moi, quand je suis là, je suis en mode genre, agréable de voir cette colonne augmenter. Est-ce que j'aurais pas une chaîne secondaire pour faire rentrer un peu de Google AdSense? Ah, franchement, si à la fin je pouvais atteindre 2000, je serais trop heureux. Hein. Vous imaginez 2000 sur cette colonne? Let's go! Même moi, je me dis ça. Même moi, plus je travaille là-dedans, plus je me dis, il y a un monde où je gagne encore plus d'argent, ça serait bien. Même moi, je me dis ça. À ma petite échelle, est-ce que j'aurais bien atteindre ces 2000 € sur cette colonne-là? Après, si je gagne 2000 € par mois, je suis en mode genre, c'est bon, limite je gagne assez, je me dis c'est bon, je l'ai fait, I did it. Je vis d'internet et un peu plus qu'un SMIC, quoi. Un salaire qui est à peu près ce que je gagnais avant quand j'étais prof finalement. Je gagnais, avec les heures sup, je gagnais 2300 € quand j'étais prof. Mais si je gagne 2000 €, c'est à peu près un salaire de prof, c'est le métier que j'avais avant, quoi. Mais même moi, et je pense que si j'arrive à gagner 2000 € dans cette colonne-là, je me dirais, est-ce qu'on peut pas tester? Peut-être qu'on peut aller jusqu'à 2500, qui sait? C'est pas ça qui structure intégralement mon projet entrepreneurial sur Twitch.tv. Mais je veux dire, même moi, j'ai un truc là. Il y a ce côté de l'argent appelle l'argent. Quand tu te prends au jeu, tu te dis, est-ce qu'on peut pas augmenter encore le plafond? Ça serait stylé. Même moi, je me dis ça, alors que je suis un gros gauchiste qui fait du contenu militant sur Twitch. Et donc là, monsieur le méga entrepreneur qui a un patrimoine de 375 millions €, il est en mode genre, moi, c'est l'appel de la forêt. C'est l'envie d'entreprendre. Rien à voir avec l'argent. Mais si ça n'a rien à voir avec l'argent, revends tes actions à l'État! Moteur qui fonctionne pour entreprendre. Donc la plupart des entrepreneurs, des gens... Non, j'ai même pas demandé la prime d'activité, j'ai oublié. Mais le truc, c'est que j'avais pas le droit au truc où tu payes pas ton URSSAF la première année, je me souviens plus comment ça s'appelle, l'ACRE, j'avais pas le droit. Et donc la prime d'activité, je sais pas, je crois que là je peux plus, je gagne déjà trop. Hein. Parce qu'en plus c'est avant de te payer, toi, gros bignol. Donc je crois que la prime d'activité, je peux déjà plus l'avoir, hein, il me semble. Bon, bref. Qui réussissent ne le font pas parce qu'ils désiraient devenir riches. Ils le faisaient parce qu'ils avaient envie de créer de la valeur, de se sentir utile et d'être un contributeur. Mytho. Immense mytho. Immense mythomane. Contributeurs créent de la valeur. Il est donc logique de vouloir les taxer pour qu'ils puissent participer à la société. Et jusqu'à 1600 à peu près, en chiffre d'affaires, je suis au-dessus de ça. Hein. Je pense que je pourrais pas l'avoir. Et mes revenus vont peut-être un peu augmenter prochainement. Je vous dis pas pourquoi. On peut se dire, plus on va les taxer, plus on va... En fait, j'ai pas pris la prime d'activité parce que je me suis dit, non, moi, je suis trop ambitieux pour ça, moi. Bon, l'objectif, c'est de pas pouvoir l'avoir, la prime d'activité. Donc, je la prends même pas. C'est une question de mindset, l'entrepreneuriat, les gars. En vrai, c'est un peu ça qui s'est passé. Je me suis dit, non. De toute façon, j'espère ne pas pouvoir la toucher, la prime d'activité. Donc, j'ai même jamais demandé, hein, voilà. Après, bon, moi, je vous rappelle que je suis pas un maxi prolo. Hein. Je veux dire, même quand j'ai gagné pas beaucoup, ça va, quoi. J'ai un peu d'argent de côté, etc., etc. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai été prof pendant des années. Je bosse depuis mes 19 ans et voilà. J'ai un filet de sécurité familial qui fait que voilà, c'est aussi pour ça. Pour être tout à fait honnête. Hein, ça paraît logique. Mais c'est une approche qui est complètement naïve et surtout contre-productive. Parce que quand je dis, ok, vous avez qu'à augmenter les impôts pour avoir plus de recettes. La vérité, c'est que plus vous allez augmenter les impôts, plus vous allez vouloir punir les personnes qui essayent de créer de la valeur en prenant un maximum de valeur chez eux, eh bien, plus vous allez décourager l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas parce qu'on entreprend uniquement pour devenir riche, on entreprend parce qu'on espère un retour, on espère de créer quelque chose. Voilà, mais certainement pas pour son pays. Il crée quelque chose, de l'emploi, il crée quelque chose, de la richesse. Ce sont des créateurs. Des créateurs. Mais par contre, c'est le pays qui va se faire enculer, quoi. Voilà. Le système des retraites, tout ça, ils peuvent peut-être permettre de sauver nos retraites. Non, pas pour eux. Pas pour eux. Hein. Voilà, profiter de l'État en profitant des infrastructures dans lesquelles ils ont vécu toute leur vie. Ça, ils sont, mais rendre un petit peu à l'État, à leur pays, ça, ils aiment pas, quoi. Alors, ça va. Et si ce quelque chose, on a l'impression qu'on va se le faire spoiler, qu'on va se le faire prendre... Spoiler, c'est spolier. Hein. Un culte, va.
Il y a un moment, C'est le geek choufin de merde, là. Il dit spoiler au lieu de spolier, il sait même pas parler. Crétin, va. c'est pas qu'on va arrêter d'entreprendre, c'est qu'on va se dire, mais j'allais entreprendre ailleurs. Ah, on va se barrer du pays. Oh, il l'a déjà fait, hein, il habitait en Lettonie pendant longtemps, ce gars-là. Attendez, je vous montre. Il y a un problème d'image, là. L'image est un peu chum, je trouve. Non? L'image est pas un peu moche? Attendez, j'arrive. Ah oui, c'est un peu mieux comme ça. C'est un peu blafard sur les bords. Regardez, juste regardez. Eric, c'est Eric l'archevêque? Oui. Oui. Oui, né à septembre à Boulogne-Billancourt. Un entrepreneur et investisseur français. Ok, il a grandi à Vierzon, dans le Cher. En 96, il obtient un diplôme d'ingénieur. En 98, il crée des boîtes, et puis crée d'autres boîtes, et puis crée d'autres boîtes. Attendez. Non, c'était pas en Lettonie, j'ai vu un truc comme ça. J'avais vu un truc Lettonie en préparant le live. Je confonds peut-être, c'est peut-être pas sur sa page Wikipédia. Attendez. Si, voilà. C'est que j'ai mal. Ah, j'ai mis 2 N à Lettonie comme un crétin. Letto. Non? Ça l'a enlevé de la page Wikipédia. Censure. Censure. Résident en Lettonie. Le mec a vécu en Lettonie pendant longtemps. Hein. Je vais me barrer si ça continue. Tu vas te barrer où? En Lettonie? Tu l'as déjà fait il y a pas longtemps. Et voilà, ce truc-là de on va se barrer, à un moment donné, on va plus avoir envie de faire des efforts. C'est censé être ces gens-là des fleurons de l'industrie française. Ils se barrent. Donc c'est pas des fleurons de l'industrie française. Ces gens-là veulent vivre hors des États. Hors des États, tout seuls dans leur côté. Oui, il a été joueur de poker pendant un moment donné aussi. Là-dessus, je le respecte déjà un peu plus pour sa carrière de pokerman. Mais je veux dire, la plupart des gens, ils sont dépendants de l'État dans lequel ils vivent en réalité. Surtout en France. T'es français, bah tu vas à l'école publique, tu vas à l'hôpital public, tu payes des impôts à l'État, etc., etc. T'as pas le choix de te barrer, faire ta vie dans des sphères hors des États, à créer ta propre société entre milliardaires. Tu n'as pas le choix de faire ça quand t'es un travailleur. Eux, ils ont le choix de le faire et ils menacent de le faire en permanence. C'est insupportable. C'est insupportable. De normalement constitué, s'il a le choix entre payer une taxe à 30% ou payer une taxe à 60%, il va choisir la taxe à 30%. Il va Ah ouais, pourquoi tu vis pas aux Bahamas alors? Je comprends pas. Pourquoi t'es français alors? Pourquoi t'as pas été dans le plus gros paradis fiscal qui existe? Naturellement, nous autres entrepreneurs, on choisira toujours ce qui paye le moins d'impôts. Pourquoi tu t'habites pas aux Bahamas? Pourquoi tu t'es pas exilé fiscal en Irlande alors? Faudrait savoir si naturellement chaque entrepreneur du monde ne prend des décisions uniquement en fonction du taux d'imposition dans un pays. Pourquoi t'es français? Pourquoi tu vis pas d'ores et déjà dans un paradis fiscal? C'est ça que je comprends pas. adapter sa vie, son lieu de résidence à cela. Il est normal de payer des taxes puisque nous bénéficions d'infrastructures, d'éducation, etc. Mais lorsque ces taxes deviennent trop hautes, ça n'a tout simplement plus de sens. Moi, je prends mon cas personnel. Encore une fois, j'ai quitté la France en 2002 à peu près parce que j'en avais marre de payer plein d'impôts. Ok, il est honnête, il est honnête. Du travail était trop important. En plus, je me faisais cracher dessus, sale riche, rends l'argent, voleur, profiteur, etc. Oh le pauvre. Pauvre. Ribot égale mauvaise foi au max. Je ne sais pas si c'est pour le spectacle ou si c'est premier degré. Bah non, je suis premier degré là. En quoi j'étais de mauvaise foi, Joël Fro? À l'échelle de la planète, tu es un sale richou. Mais je sais que je suis un sale richou, même à l'échelle de la France, t'inquiète même pas, Joël Fro. Hein. Est-ce que tu as pris 50% de ce que tu gagnes et 2% de ton patrimoine pour distribuer aux pays émergents? Bah pas aux pays émergents, hélas. Mais t'es en train de dire que nous autres, gauchistes de France, on est pétris de contradictions parce qu'on vit dans une superpuissance mondiale? Bah oui, je suis d'accord. Ouais, moi je paye largement plus de 2% de mon patrimoine chaque année en impôts, il n'y a aucun souci. Hein. Largement plus. Hein. Largement plus. Moi je suis entrepreneur. Hein. Et moi je paye ma CSG, tous mes trucs. En TVA et en taxes, je paye largement plus que 2% de mon patrimoine. Hein. Largement plus. En quoi je suis hypocrite? Quelle mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi les gauchistes. Ok. D'accord.
Je me disais, mais attends, pourquoi est-ce que je m'emmerde à créer de la valeur, à essayer de construire des... Regardez cette mauvaise foi, il a un Google Pixel 8. T'as besoin de ça pour vivre ? T'as besoin de ça pour vivre ? Je crois pas. En vrai, j'utilise mon téléphone tout le temps, c'est mon outil de travail, donc oui. Mais bon, bref. Ça se dit de gauche et ça fume sur une cigarette électronique. Tu sais qu'il y a des métaux là-dedans qui ont été pris dans des mines en Afrique où c'est des enfants qui travaillent. Bah oui, je sais, on vit dans une société, mon ref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Va falloir avoir un argumentaire un petit peu plus efficace que ça. Hein. trucs pour en plus me faire insulter et être considéré par la société à l'époque comme un parasite. Après, Donc, il y a un aspect divertissement où je surjoue un peu le gauchiste, etc. En vrai, pour de vrai. C'est vrai. Je suis un peu en train de faire mon show quand je fais ça. Effectivement. Mais je pense pas être de mauvaise foi. Je suis sincère dans les idées que je défends, mais je le fais avec un peu d'humour et avec un aspect un peu performance. Voilà. Si je veux être tout à fait honnête, c'est ça le principe de ce live, quoi. Mais les idées que je les défends réellement et j'y crois. je suis parti en disant, écoutez, allez vous faire voir, je vais aller créer de la valeur ailleurs. Donc je suis resté 10 ans à l'étranger, j'ai fait ce que j'avais à faire, hein, j'ai créé des boîtes, et finalement, mon pays m'a manqué et je suis rentré. Et je me suis dit, ok Eric, tu rentres. Finalement, Macron a appliqué une politique fiscale extrêmement avantageuse pour les très très riches comme moi, et du coup j'ai fini par revenir. C'est ça qu'il est en train de dire ? Je suis pas sûr. Hein. En Paris, il a dû se soigner. Ouais, t'allais où te faire soigner, moi, j'avoue ? En Lettonie ou tu revenais en France pour l'occasion ? Tu acceptes les règles, tu acceptes de payer un impôt important. Encore une fois, lui, il dit ça, mais lui, il fait des trucs de portefeuille de crypto-monnaie de con. C'est de la merde, sa boîte, on s'en branle en vérité. Ça va couler dans 10 ans quand la bulle des crypto-monnaies aura éclaté, parce que tout le monde s'en bat les couilles de ce truc-là. C'est un truc, on se en circuit fermé, entre connards qui achètent des cryptos pour tenter de devenir riches, quoi. C'est très décorrélé de l'économie réelle. Donc à la limite, casse-toi, toi, on s'en fout, t'es un détail dans l'histoire. Hein. T'es un détail dans l'histoire. On prend toutes les entreprises qui ont leur activité en France et qui ne peuvent pas se barrer de France de toute manière, ça sera déjà pas mal. Hein. Mais toi, si tu veux te casser, écoute, tu manqueras à personne en vérité. Ta boîte de merde n'apporte rien à la société, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ? D'avoir la fiscalité la plus importante en matière de coût du travail en Europe, c'est les règles du jeu et tu vas entreprendre. Je suis rentré, on a créé Ledger, et lorsqu'on a créé Ledger... C'est comme s'il n'y avait pas d'avantage à... Voilà. Les salariés français formés en France, ils sont éclatés. Hein. Voilà. Il n'y a pas des bonnes écoles en France avec des personnes qui, certes, coûtent plus cher qu'ailleurs, parce qu'il y a un coût du travail un peu plus cher qu'ailleurs. Mais voilà, en échange de quoi, tu as les excellents salariés français à très très haut niveau de formation. C'est pour ça aussi qu'il est revenu. Les ingénieurs de machin bidule qui bossent pour lui, ils sont pas passés par des écoles françaises, ils n'ont pas évolué dans une infrastructure française toute leur vie, payée avec l'argent du contribuable. C'est ça l'avantage d'investir en France. C'est pas, oui, le coût du travail est élevé, mais tu as un retour sur investissement du fait que tu as des gens très bien formés, de par le système français, de par l'école publique, de par nos infrastructures collectivement, qui permettent d'avoir beaucoup de gens très bien formés, qui travaillent très bien et qui créent de la richesse de cette manière-là. C'est juste ça. Tu vas pas investir en France pour minimiser tes coûts à tout prix. Par contre, pour créer des fleurons industriels de demain avec nos talents et nos collaborateurs français, issus de nos grandes écoles françaises qui font la fierté de notre pays, bah c'est pour ça que tu vas investir en France. C'est pour ça qu'il est revenu d'ailleurs, ce gros mytho là. T8, au début, on s'est mis une règle, bien qu'on resterait en France, qu'on créerait de la valeur en France, qu'on n'allait pas flipper la boîte aux États-Unis, qu'on n'allait pas mettre le siège social en Suisse ou je sais pas quoi. Et c'est ce qu'on a fait. On est resté en France. On a investi massivement à Vierzon, au centre de l'art. Donc Vierzon, c'est la ville d'où il vient, et en gros, il a ouvert une école à Vierzon pour se donner bonne conscience. Donc il refuse de donner un peu d'argent pour sauver l'école publique. Les budgets de l'école publique, c'est très très chaud. Mais monsieur a ouvert une école privée à Vierzon qui participe à son empire. Donc ça va, il a participé pour la communauté. Hein. Voilà, l'école publique, elle peut bien aller se faire enculer. J'ai créé une école dans ma ville natale en fait. Et vous dites que je participe pas à la solidarité nationale ? C'est Success Story qui dynamise les campagnes. Il a fait ça pour avoir son article de merde dans les Échos. Il a fait ça parce que c'est une très bonne opération de com. Bernard Arnault, il a créé le centre, la fondation LVMH, qui a un très beau musée avec des très belles œuvres. Et vous vous plaignez qu'il paye pas assez d'impôts ? Faire collectif à travers un État, c'est pas avoir des mécènes qui, vraiment, dans leur grande mansuétude, décident de faire des écoles. Alors non, c'est pas ça la démocratie, c'est pas ça l'État, et c'est pas ça où on fait collectif dedans. Donc tes écoles de merde, Ledger de con, personne n'en a rien à branler de ton école de con, tu la fermes, ton école, je parle pas de ta bouche, et tu payes tes putains d'impôts pour qu'on sauve l'école et l'hôpital public à ce moment-là. En France, on a créé des emplois, on a investi. Ah ça y est, je suis énervé. Et on a essayé de créer de la valeur locale parce que ça faisait partie de notre mission. Elle est bien l'école Ledger à Vierzon. Elle est stylée. C'est une école privée, ça te rapporte de l'argent. C'est public, c'est gratuit. Merci, monsieur l'entrepreneur, de votre grande mansuétude. Moi, j'étais prof 4 ans à l'école publique, le manque de moyens. T'as la moitié des collèges de France, les nombres de photocopies est compté. Il y a des moments en mode genre, j'ai fait tout mon copas de photocopies, je peux pas donner les polycopies aux élèves. C'est une merde pas possible, l'école publique, parce qu'il y a plus une thune. On s'en branle de ton école, on s'en branle. Franchement, c'est ça créer de la richesse en France et aider le pays ?
C'est ça ta vision? C'est créer une école à ton nom, au nom de ta boîte, la Ledger School. L'entrepreneur n'est donc pas quelqu'un qui souhaite juste accaparer de l'argent. Il veut contribuer à la société. Mais Oui, bah tu contribues mal à la société. Et je commence à en avoir marre. Je vais même pas regarder ta conclusion. Tu sais quoi? On va s'arrêter là. Ça va, genre, ça va. Au début, il était un peu de bonne foi parce qu'il expliquait des mécanismes financiers, comment ça fonctionnait d'être un méga riche comme lui. Ok. Mais là, ça va. Là, il est en train de dire le prêchi-prêcha libéral de on va se barrer. Nous, on est là pour créer la richesse, pas pour se faire de la thune. J'ai répondu 1000 fois à ces arguments de con. J'arrête là. 8 000 € l'année, formation en 3 ans, Ledger School. Bravo, merci. Grâce à toi, la France est sauvée. Non, mais sérieusement. Sérieusement, quoi. Oh là 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 là. En vrai, lui, c'est pas le pire. C'est pas le pire en termes de discours. On a parlé de Bernard Arnault l'autre jour, qui a littéralement dit Gabriel Zucman est un militant d'extrême gauche, tatati tatata. Lui, c'est du foutage de gueule. Lui, en vrai, il est de bonne foi, au sens où il a pris le temps d'expliquer à tête reposée sa vidéo, et pour ça, je l'en remercie, force à lui, même si je me suis un peu énervé contre lui et que j'étais un peu méchant sur la fin. Mais je veux dire, c'est très bien, mais on voit même qu'il a une approche qui est quand même plus noble, entre guillemets, et qui est moins vraiment juste de aller chier sur tout le monde que d'autres milliardaires. On va dire que c'est un milliardaire, c'est à peu près pareil, c'est la même classe sociale en gros. Donc pour ça, force à lui pour ça. Mais même en étant dans une approche plus pédagogique, plus apaisée par rapport à ça, on voit très bien que quand tu creuses un tout petit peu, il est en mode, bah voilà, il ressort exactement les mêmes arguments de les riches, on va se barrer en fait, hein, si vous voulez qu'on arrête de créer de la richesse. Alors moi je tiens à dire, vu la nature de ton entreprise, t'apportes pas grand chose à la France, tu peux te casser, moi personnellement j'en ai rien à foutre. Et certaines boîtes qui produisent de la richesse en France par le travail des travailleurs français qui sont sur le territoire français, eux ils pourront jamais se barrer dans tous les cas, donc eux ils vont bien raquer et puis ils vont arrêter de chouiner. Voilà. J'aime bien quand même le passage là où il a dit riche égale ennemi. Il a pris le temps de dire bah voilà, c'est un projet, ça peut venir vers une forme de collectivisme. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si on va au bout du cheminement de pensée, dites-le vraiment. Moi je veux pas ça. Et bah très bien. Là-dessus je reconnais la force de son argument et je lui réponds oui. C'est une forme de collectivisme. Effectivement, le problème, c'est en termes de propriété des moyens de production et de pouvoir décisionnel accordé à des entrepreneurs qui ne sont absolument jamais contrôlés démocratiquement. Voilà. Et donc un peu de collectivisme. Lui dit que c'est mal, moi je dis que c'est bien. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, finalement. Par la porte de la fiscalité, on se retrouve à parler de propriété. Et lui, il a le mérite d'aller assez loin dans la question et d'avoir cette honnêteté-là sur comment il cadre le sujet. Et donc pour ça, force à lui, mais ça ne l'empêche pas derrière d'avoir exactement les mêmes arguments éclatés au sol que tous les méga riches ont depuis 30 ans. On va se barrer. Et on n'est pas là pour les profits, on est là pour créer de l'activité et de l'emploi. Sale mytho là-dessus. C'est fort de pouvoir d'autant de bonne foi par certains moments dans sa vidéo et autant de mauvaise foi à d'autres moments, quoi. Mais en fait, c'est un discours de classe, tout simplement. C'est un discours de classe sociale. Il défend sa classe sociale, il adapte son discours à la défense de ses intérêts de classe. Encore une fois, tout ça est très bien documenté depuis à peu près 120 ans.